Oh, je vous mets là. Oui. Bon, pourquoi j'ai voulu consacrer une séance au sujet patriotisme et révolution, qui est un sujet finalement très rarement traité, alors qu'à mon avis, historiquement, c'est un sujet important. J'ai voulu traiter ça parce que si le patriotisme se porte aussi mal aujourd'hui en France et en Occident en général, c'est parce qu'il a été diabolisé de façon volontaire après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que comme il y a eu avant-guerre le phénomène des fascismes, hein, qui étaient des partis nationalistes, socialistes d'ailleurs aussi, ce qu'on oublie un peu. Et donc comme il y a eu le phénomène du fascisme, comme le fascisme a été écrasé en 1945 tant en Italie qu'en Allemagne, bon, le nationalisme autoritaire, si je puis dire, a survécu en Espagne, bien sûr, mais enfin, il était très mal vu. Bon. Il y a une espèce de coalition qui s'est faite pour critiquer le patriotisme, en l'assimilant au fascisme, évidemment. Et cette coalition était redoutable parce qu'elle vient des deux grandes puissances qui ont principalement gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc d'un côté les États-Unis, de l'autre côté les Soviétiques. Du côté des Soviétiques, ils ont décidé de détruire toutes les traces du patriotisme dans les pays occidentaux parce qu'ils avaient des plans pour faire des révolutions futures, et ça risquait de s'opposer évidemment à leurs plans. Donc ils se sont dit, plus les pays sont dépatriotisés, si je puis dire, et plus la révolution communiste pourra avoir lieu facilement. Donc il y a toute une propagande qui a été faite de ce côté-là, avec en plus la stratégie d'intimidation à l'égard de toutes les forces de droite en général, Parti communiste traitant de fascistes tous les gens qui n'aimaient pas, y compris De Gaulle d'ailleurs. Parce qu'on oublie ça souvent, mais De Gaulle, après la guerre, pendant des années, notamment à l'époque du RPF, dans les années 54-55, était traité de dictateur fasciste ou d'apprenti dictateur fasciste par le Parti communiste. Ça faisait partie de la dialectique du moment. Ensuite, de l'autre côté, c'est pas mieux, si je puis dire, parce que les Américains, eux, qui sont plutôt assez patriotes pour eux, ils n'ont pas du tout eu envie de voir se développer un patriotisme quelconque dans les pays occidentaux, parce que les pays occidentaux, ils ont voulu que ce soit en quelque sorte des sortes de colonies, en quelque sorte, qu'ils protégeaient, bien sûr. Ils nous protégeaient. Bon, enfin, on sait ce que c'est que la protection. Même sur le trottoir, dans les mauvais lieux, la protection, on sait ce que c'est, ça n'a pas que des bons côtés. Donc, les Américains se disant, on protège les Européens contre les Soviétiques, mais en échange, on veut avoir la paix. Alors, ils ont tout fait pour détruire tout ce qu'il pouvait y avoir de patriotique, alors avec des moyens plus subtils peut-être que les communistes, mais... alors ils ont évidemment attaqué le gaullisme tant qu'ils ont pu, et puis ils ont attaqué d'une façon générale tous les mouvements qui se voulaient patriotes, le dernier en date étant le Front National d'ailleurs. D'ailleurs, je dois vous dire même une anecdote personnelle qui m'a fait changer un peu d'avis sur les États-Unis. J'allais beaucoup aux États-Unis, j'avais des liens avec un certain nombre de fondations américaines, plutôt de droite, disons. Et donc j'y allais assez souvent. Et puis j'étais reçu chaque année à la fête de l'indépendance américaine qui a lieu au printemps. Là. Et j'étais à l'époque donc député du RPR. Bon, apparemment ça ne posait pas de problème. Et puis je change de parti politique. Je pars au Front National. Et là, la fête de l'indépendance américaine arrive, et moi, comme d'habitude, comme j'étais habitué à y aller, j'y vais même sans me demander si j'ai une invitation, si j'ai pas d'invitation, rien du tout. Moi, j'avais pas dû recevoir une invitation, mais je me suis dit, bon, c'est une erreur administrative. Et j'arrive à l'ambassade des États-Unis, et là, on me dit, on est désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas entrer, vous n'êtes pas prévu, vous n'êtes pas sur nos listes, etc. Alors, je dis, enfin, c'est incroyable, comment ça se fait, mais toutes les années précédentes, j'étais là. Oui, mais... bon, écoutez, ça reste entre nous, mais enfin, vous avez été rayé. Et donc maintenant c'est totalement exclu. Alors, j'ai été complètement surpris, c'était uniquement à cause de ça. C'est parce qu'entre-temps, j'avais adhéré au Front National, donc je n'étais plus persona grata à l'ambassade des États-Unis. Bon, voilà. Et c'est assez révélateur, si vous voulez, quand même, de l'attitude des Américains. Ils détestent tout ce qui est patriote en Europe occidentale, quoi. Et ils ont tout fait en général pour affaiblir ce camp-là. Alors, ils ont une politique, si vous voulez, qui n'est pas du tout celle qu'on imagine souvent a priori, parce qu'on se dit l'Amérique c'est plutôt à droite, etc. Évidemment, c'est anticommuniste, ça c'est sûr. Mais par exemple, il faut savoir que les partis qui ont toujours été le plus aidés par les Américains, et ça reste vrai aujourd'hui, puisqu'on est en plein dans l'actualité, sont les partis socialistes.
Pourquoi? Parce que les Américains se disaient on ne va pas aider les partis conservateurs français parce que de toute façon les électeurs conservateurs, c'est les électeurs conservateurs, les électeurs communistes, c'est les électeurs communistes, et donc si on renforce les partis conservateurs, ça ne changera rien. Par contre, ils se sont dit il faut renforcer les socialistes, parce que les socialistes vont peut-être prendre des voix aux communistes. Il faut aider les socialistes à battre les communistes, au fond c'est ça finalement. Et donc ils ont financé largement les différents partis socialistes qui se sont créés en France après la guerre. Ils ont aussi financé les syndicats socialistes pour essayer de les détacher de la CGT. C'était le cas de FO, notamment FO, André Bergeron, pour ne pas le nommer. Bon, voilà quelqu'un qui recevait des financements considérables des Américains. Alors, à l'époque, c'était pour la bonne cause, si je puis dire. C'était contre les soviétiques, bien sûr, et contre les communistes. Bon. Mais c'est des habitudes qui sont restées. Et je me souviens être allé une fois aux États-Unis, j'ai été reçu au département d'État, il y avait le responsable de la personne qui s'occupait de la France. J'entre dans son bureau, qu'est-ce que je vois? Un portrait de Mitterrand au mur. Alors je dis, mais ça, qu'est-ce qu'il fait là, ce portrait? C'est votre président de la République française. Je dis, oui, mais enfin, vous n'êtes pas obligé de mettre les présidents de la République française sur le mur. Et il n'y en a qu'un, d'ailleurs, il y a lui. Ah, mais lui, c'est un grand ami des Américains. Enfin, très grand ami des Américains, vous savez. Donc forcément, on est pour lui. Bon. Ça m'avait refroidi à l'époque quand même. Et aujourd'hui, ça continue. C'est-à-dire les socialistes sont sans doute les meilleurs amis des Américains. Alors surtout plutôt de la gauche américaine, bien sûr. Genre Madame Clinton, bon, ça c'est certain. Et Monsieur Macron, notamment, c'est vraiment le candidat des États-Unis. Il s'en cache à peine. Bon. Donc il y a une tradition de ce côté-là. Alors donc je faisais ce petit rappel historique pour se souvenir que si le patriotisme a été diabolisé, il a été diabolisé par les communistes et diabolisé par les Américains. Alors ça fait quand même beaucoup d'influence pour essayer de se débarrasser du patriotisme dans les pays occidentaux. En plus, c'est surajouté à déjà cette tendance politique la révolution culturelle, disons, des années 1960. On dit 1960, c'est quand on parle des États-Unis. En France, c'est surtout mai 68 qui est le moment décisif. Bon. Et là, le patriotisme, évidemment, est plus que jamais diabolisé. Il est assimilé au nationalisme borné, au racisme violent et au fascisme totalitaire. Donc c'est dur à supporter, évidemment. On passe totalement sous silence les résistants au nazisme qui étaient en même temps des patriotes, comme par exemple le colonel von Stauffenberg en Allemagne, qui était un catholique traditionnaliste allemand et on peut dire presque ultranationaliste allemand, comme beaucoup d'officiers allemands d'ailleurs, mais anti-nazi. Bon. Vous remarquerez que personne, il a quand même fait le seul attentat vraiment important contre Adolf Hitler, et personne ne fête Stauffenberg aujourd'hui en Allemagne, très mal vu, parce qu'il a tenu des propos, il a écrit aussi des écrits politiques au moment de sa mort, etc., et qui n'étaient pas dans le sens de la gauche, évidemment. Donc les nationalistes allemands non nazis ont été étouffés, éliminés de l'histoire aussi. Alors, vous voyez, dans tout ce contexte mondial, si je puis dire, entre l'Union soviétique, l'Amérique, on s'est retrouvé dans une situation, effectivement, où le patriotisme était mal vu. C'est surajouté encore à cela la construction européenne de la façon dont les Américains l'ont imaginée, puisque les deux pères, comme on dit, de la construction européenne, de l'Union européenne, c'est Jean Monnet et Robert Schuman. Jean Monnet, vous savez, un curriculum vitae un peu spécial, disons. Nous, on était en guerre, on était occupés par les Allemands, mais Jean Monnet, ça ne l'a pas du tout intéressé de rejoindre la France libre. Hein, jamais. Il n'a jamais pris une arme dans les mains. Il vivait du commerce d'alcool, comme vous savez sans doute, et il a même d'ailleurs fait sa fortune sous la prohibition. Donc, c'est-à-dire qu'il était à la limite de la mafia, quoi. Bon. Et avec cet argent, il a construit une banque en Amérique qui s'appelle la Bank of America, qui était à San Francisco. Et sa position de banquier assez important aux États-Unis l'a conduit évidemment à travailler beaucoup avec le gouvernement américain qui très rapidement lui a donné une mission. Vous allez participer, vous allez être conseiller des gouvernements européens pour construire une nouvelle Europe unie qui permettra d'éviter les malheurs du passé. Alors, donc il a eu comme principal adjoint dans ce travail Robert Schuman. Alors, Robert Schuman aussi, c'est un drôle de parcours, puisque Robert Schuman était munichois, il a défendu à fond les accords de Munich. Ensuite, au moment où la guerre s'est déclenchée et où l'armée française a commencé à plier, il était secrétaire d'État et il a demandé
compose les fusillataires, moyennant quoi il a eu quand même des ennuis, parce que on n'est pas loin de la haute trahison quand même. Mais il s'en est bien tiré puisqu'il était récupéré par le maréchal Pétain. Bon. Et alors, Robert Schuman, après s'est éloigné de Vichy, enfin ne s'est pas beaucoup engagé pendant la guerre, en tout cas il n'a jamais pris les armes dans la résistance, ça se saurait. Et en 1945, la résistance l'a sévèrement pénalisé puisqu'on lui a retiré la nationalité française. Il a été condamné pour indignité nationale, ce qui est quand même lourd. Bon. Et là, il s'est passé un truc étrange, c'est que le dossier est arrivé sur le bureau du général de Gaulle, qui ne devait pas avoir beaucoup d'amitié pour lui, évidemment, mais de Gaulle, probablement parce que c'est le rapport des forces de l'époque, de Gaulle a demandé à ce qu'on classe son dossier et qu'on lui redonne sa nationalité française. Donc, très probablement sous les pressions anglo-saxonnes. Voilà, enfin voilà le père de l'Europe, c'est un peu spécial quand même, mais enfin bon, type qui a eu l'indignité nationale en France pour collaboration avec les Allemands, bon, enfin c'est assez bizarre, mais enfin vous verrez des tas de gens centristes et compagnie, n'est-ce pas, qui vont vous dire que c'est un homme merveilleux qui n'avait que des qualités. Alors, mais ce qui est important, je crois, c'est surtout le fait que Schuman a imaginé ce système, alors je ne sais pas si c'est lui vraiment qui l'a imaginé tout seul ou avec sûrement une équipe. L'idée centrale, c'était de dire qu'il faut empêcher les peuples de se mêler des affaires politiques, parce que les peuples sont dangereux, ils l'ont prouvé avec le fascisme, et donc il faut empêcher les peuples de s'occuper de politique. Et il faut créer, pour la nouvelle Europe, une instance de hauts fonctionnaires qui seront complètement dépolitisés, qui n'auront aucun rapport à faire aux différents peuples. C'est comme ça qu'on a créé la haute autorité du charbon et de l'acier, de la CK. Donc cette haute autorité était nommée bien sûr par les gouvernements européens membres, qui n'étaient que 6 à l'époque, et cette autorité n'avait pas à rendre compte devant quoi que ce soit. Il n'y avait pas de Parlement européen d'ailleurs à l'époque. Et une fois qu'ils étaient nommés, ils étaient nommés. Voilà, pour je ne sais plus combien d'années à l'époque, si c'était comme la Commission maintenant, enfin disons 5 ans. Et pendant 5 ans, ils devaient être au-dessus des intérêts nationaux des uns et des autres, etc. L'idée, c'est que ce serait évidemment l'idéal. Ce serait la haute fonction publique rationnelle qui l'emporterait sur les goûts passionnels de la foule. C'est un peu ça l'idéologie. L'idéologie qui existe toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Alors ensuite, on a enlevé le mot d'autorité, parce que haute autorité, c'était quand même tellement peu démocratique que c'était un peu difficile à admettre. Et donc, on a changé ça en un mot plus neutre, qui est celui de commission. Bon, commission, c'est pas très loin de comité, c'est-à-dire qu'en russe, ça peut se traduire par soviet. Donc nous avons un soviet européen à Bruxelles, si je puis dire. Et cette commission européenne, c'est pareil, elle est pratiquement indépendante. Elle est nommée, c'est vrai, par les gouvernements, ça c'est sûr. Mais une fois que les gens sont nommés, après ils font ce qu'ils veulent. Moi j'ai connu beaucoup de commissaires européens, j'étais député européen, donc pendant 10 ans, j'ai travaillé avec la commission, et j'ai bien vu que c'est eux qui avaient tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs, j'entends par là. Ils avaient le pouvoir de préparer les décisions et le pouvoir d'exécuter les décisions. Bon, c'est déjà pas mal. Alors vous me direz, le pouvoir lui-même de décider, il est dans la main du Conseil des ministres. Maintenant, il y a eu des réformes entre-temps, c'est la codécision entre le Conseil des ministres et le Parlement européen. Ça, c'est la théorie, c'est la façade, si je puis dire. Mais dans la réalité des choses, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est que les ministres sont des gens qui sont ministres à plein temps dans leur pays. Et ils vont au Conseil des ministres européens quand il y a un Conseil des ministres, et il y a des fonctionnaires qui leur préparent les dossiers, etc. Enfin, en l'occurrence, c'est la Commission qui prépare les dossiers. Bon, il est évident que quand vous êtes ministre à 20e de votre temps, vous ne pouvez pas diriger un organisme aussi important. Et donc c'est la Commission qui a la place libre, puisqu'elle a affaire à des ministres à temps partiel. Alors c'est eux qui ont le vrai pouvoir au sens juridique du terme, mais en pratique, c'est la Commission. Et c'est ce que j'ai toujours vu, moi, au Parlement européen, quand j'étais député, pendant 10 ans, c'est que les projets de la Commission passaient toujours. Alors ils passaient toujours parce que les chefs d'État ne s'y opposaient pas et les ministres eux-mêmes, dans les détails, se laissaient faire par la Commission. Et puis du côté du Parlement européen, quand on a donné un petit peu de pouvoir au Parlement européen, ça n'a rien changé en fait, parce que le Parlement européen n'est pas un Parlement normal, c'est un Parlement qui est dirigé par une coalition, qui est une coalition éternelle, quel que soit le résultat des élections, c'est toujours cette coalition qui a la majorité au Parlement européen, c'est une coalition du Parti socialiste et du Parti chrétien-démocrate européen. C'est-à-dire les centristes plus les socialistes, ils ont une majorité absolue au Parlement européen. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand il faut discuter d'un texte, ils cherchent un compromis entre eux. En général, c'est facile parce qu'ils ne sont pas très loin les uns des autres. Et puis, le Parlement, donc, vote dans le sens de ce que souhaite la Commission. Et en général, contre le Conseil des ministres. Moi, ce qui m'avait toujours frappé chez les députés européens, c'est qu'ils étaient tous programmés pour détester le Conseil des ministres, qui était censé être l'endroit réactionnaire où les nations s'exprimaient pour leurs égoïsmes nationaux.
et puis la Commission qui, elle, est évidemment parée de toutes les vertus de l'idéalisme européen. Donc voilà, alors ce système a été mis en place donc à la demande des Américains en réalité, puisque c'est Jean Monnet, Schuman qui ont mis ça en place, et ils auraient voulu aller beaucoup plus loin, mais ils n'ont pas pu parce qu'il y a eu des grains de sable. Ben, ils voulaient faire la même chose pour l'armée, par exemple. C'était la Communauté européenne de défense. Et comme vous le savez sans doute, la Communauté européenne de défense a échoué devant un vote du Parlement français, où les communistes et les gaullistes étaient alliés pour empêcher ça. Alors pourquoi ils étaient contre la Communauté européenne de défense? C'est essentiellement parce que la Communauté européenne de défense envisageait la création d'une seule armée européenne, unique armée européenne, dans laquelle l'Allemagne aurait été réintégrée. C'était aussi l'idée, c'était de réintégrer l'Allemagne, bien sûr. Et cette armée européenne aurait été sous commandement d'un état-major américain. Et alors c'est là où De Gaulle n'a jamais voulu, évidemment. Donc il y a eu des conflits. La droite s'est cassée en deux à ce moment-là, notamment. Et donc la CED ne s'est pas faite. Il n'y a pas eu de CED. Mais ça n'a pas eu une très grande importance parce qu'entre-temps, il y a eu l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui a été créée et qui, évidemment, a repris dans ses mains toutes les affaires militaires de l'Europe occidentale. Donc il n'y avait plus besoin vraiment d'une CED. Alors là aussi, il y a eu des conflits entre les différents présidents de la République française, il faut dire, d'ailleurs, il n'y a pas que De Gaulle. Plusieurs présidents de la République française ont demandé que les Américains cèdent un des états-majors de l'OTAN à un Français, puisqu'il y a l'état-major du Nord, l'état-major du Centre et l'état-major du Sud, Méditerranée. Les Français réclamaient l'état-major du Sud, faisant valoir que bon, ils étaient des deux côtés de la Méditerranée, ils avaient des colonies entre eux, ils connaissaient bien ce monde-là. Et les Américains ont toujours refusé. Les deux derniers à qui ça a été refusé, alors ça a été refusé à Mitterrand, ça a été refusé à Sarkozy. Et Sarkozy, sachant que bon, les Américains ne voulaient pas céder sur ce point, il a dit tant pis, ça fait rien, on laisse tomber et on réintègre l'OTAN. Ce qui fait qu'on a réintégré l'organisation de l'OTAN sous Sarkozy, alors qu'on l'avait quitté sous De Gaulle. Bon, ça avait beaucoup choqué les Américains, on avait quand même quitté l'organisation intégrée. Ce qui fait que maintenant, on est complètement dans les mains des Américains et on fait partie des programmes de l'OTAN où tout se négocie, se fait en anglais, etc. Enfin, on est intégré dans le système. Alors, donc voilà le contexte de l'après-guerre, évidemment, qui n'est pas très favorable au développement du patriotisme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé parce que ça, il est quand même vrai qu'il y a eu un nationalisme totalitaire, pour être plus précis, un nationalisme révolutionnaire, qui a fait de véritables hécatombes, et qui a évidemment conditionné un peu les opinions publiques européennes contre toute forme de patriotisme. L'acte de naissance de la combinaison révolution-nationalisme, révolution-patriotisme, on peut dire que c'est sans doute la levée en masse de 1793, pendant la Révolution française, décrétée par la Convention. Les soldats de l'an 2 furent à la fois des révolutionnaires et des nationalistes. Parce que au début, la Révolution française, comme vous vous en doutez, en 1789, elle n'est pas nationaliste du tout. Elle est plutôt cosmopolite. Il y a même des étrangers qui font partie de la constituante, comme Rioubel par exemple. Mais alors après, petit à petit, l'ambiance va complètement changer parce que l'ambiance va devenir hostile au roi, ce qui n'était pas le cas au début de la Révolution française. La Révolution française était plutôt surtout anti-catholique, disons, inspirée par la maçonnerie, mais pas tellement anti-royaliste. Si le roi avait été dans la même direction, à ce moment-là, on ne l'aurait pas critiqué. Et puis à partir de 92-93, en plus il y a eu l'affaire de Varennes, bon, qui n'a rien arrangé, et le roi a le malheur d'avoir une femme qui est d'origine autrichienne. Et c'est là où donc la propagande révolutionnaire s'est orientée contre Marie-Antoinette, en disant l'autrichienne, donc c'est les Autrichiens, parce que l'ennemi mortel c'était les Autrichiens à l'époque, avant tous les autres, parce que l'Allemagne n'existait pas en tant qu'ensemble, et la plus grande puissance allemande c'était quand même l'Autriche. Bon. Alors, donc en 93, les soldats de l'an 2 sont donc des nationalistes. Peu de temps après, d'ailleurs, il y a le génocide de Vendée par le décret Barère, 93, qui préfigure, si je puis dire, les génocides d'Adolf Hitler. Sauf que pour les génocides d'Adolf Hitler, non pas que je les mette en cause, d'ailleurs ça me mettrait en difficulté avec le droit pénal, mais en tout cas, on n'a jamais trouvé une décision signée Hitler disant on fait un génocide. Jamais. On l'a pas, c'est tout. On a un seul texte d'Hitler qui est signé de sa main, ça qu'on connaît bien, qui est un texte qui demande qu'on fusille sans procès, immédiatement, tous les commissaires politiques de l'armée rouge qui tombent dans les mains de l'armée allemande. Bon, ça c'est clair, c'est net, donc pas de procès, on les fusille tout de suite, etc. Maintenant, on n'a pas d'autres textes. Ce qui est bizarre, parce que les Allemands sont des maniaques des textes, au contraire. S'il y a vraiment un peuple qui fonctionne avec des textes, c'est bien les Allemands.
Et on n'a pas Mais par contre, pour la Révolution française, on a le texte. C'est la décision de Barère que vous pouvez trouver sur Internet, disant qu'il faut exterminer le peuple de la Vendée pour les bienfaits de la République. Il faut exterminer les hommes, les femmes, les enfants et même les animaux. Bon, ça c'est quand même... Enfin, on a le texte, quoi, donc on ne peut pas dire le contraire. Voilà, donc ces révolutionnaires sont meurtriers par définition. Alors, il y en a qui le disaient très très justement, parce que il était très lucide, hein, c'était Lénine. Lénine disait, les petits bourgeois socialistes s'imaginent qu'on peut faire une révolution sans violence. C'est absurde. Alors, ça le faisait rire. Il disait, mais ça ne tient pas debout. Une révolution, c'est forcément l'utilisation de la violence. S'il n'y a pas de violence, c'est pas une révolution. Il faut appeler ça par un autre mot, mais c'est pas une révolution. La vraie révolution, elle est toujours violente. Et c'est inévitable, et c'est nécessaire, disait Lénine. Il faut tuer, exterminer les adversaires. Lénine a utilisé très très souvent, la même chose en russe, le mot exterminer. Il fallait exterminer, absolument, exterminer l'adversaire. Bon. Donc c'est les mêmes mots que ceux du génocide de Vendée. Donc les meurtriers, par définition, ce sont des révolutionnaires. Alors ces révolutionnaires, c'est vrai qu'ils ont utilisé le patriotisme essentiellement parce qu'ils ont dû faire la guerre à des puissances étrangères. Quand vous faites la guerre à l'étranger, il faut bien mobiliser les soldats. Alors vous pouvez les mobiliser avec l'idéal révolutionnaire, c'est vrai, mais l'idéal patriotique, évidemment, est aussi extrêmement utile. Donc la Révolution française, qui n'est pas du tout nationaliste au départ, ni même patriote, va devenir ultra-patriote à partir de 1792. Une autre révolution socialiste, c'est celle d'Adolf Hitler, qui va être aussi ultra-patriote. Et puis enfin, la grande révolution bolchevique. Alors Lénine, lui, n'était pas patriote du tout, absolument pas. Mais avec l'évolution, l'Union soviétique, assez rapidement, va complètement retourner sa façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'au départ, elle est internationaliste, bien sûr. D'ailleurs, l'international, c'est l'hymne de l'Union soviétique, le premier. Hein. Après, il y aura un autre hymne sous Staline. C'est surtout sous Staline, d'ailleurs, que la variation va se faire. Staline va réhabiliter petit à petit toute une série, si je puis dire, de valeurs conservatrices, entre guillemets, qui avaient été vomies par la révolution de 1917. C'est ainsi que, par exemple, pour prendre un cas quand même assez flagrant, c'est l'avortement. Le gouvernement de Lénine, c'est le premier gouvernement du monde qui autorise l'avortement sans aucune limite. Le premier du monde, avant tout autre. Et sous Staline, en 1936, Staline prend une décision absolument inverse. Il interdit totalement l'avortement en Union soviétique. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que la natalité russe se développe, il voulait que l'Union soviétique soit puissante, et ils se sont dit, on ne peut pas massacrer les bébés, quoi. Il faut absolument avoir une natalité très forte. Donc il a fait une politique pro-familiale et pro-nataliste, qui était honnie par Lénine au départ. Il a fait exactement le contraire. Ben, c'est pareil pour le patriotisme. Et alors, chez Staline, ça va prendre surtout une tournure très très forte lors de ce que Staline va lui-même appeler, ce que les Russes appellent toujours la Grande Guerre patriotique. Vous noterez qu'on ne dit jamais la Grande Guerre socialiste, ou la Grande Guerre communiste, ou la Grande Guerre antifasciste même. Même la Grande Guerre antifasciste, non, il ne dit jamais ça. C'est toujours la Grande Guerre patriotique. Et Staline lui-même, donc en 1942-43, voyant l'avance des troupes allemandes, commence vraiment à s'inquiéter, et il fait sortir le patriarche pour le faire parler à la radio, et Staline lui-même fait un discours pour la première fois, alors que d'habitude c'était toujours camarade, bien sûr, il va dire « mes frères et mes sœurs », pour parler aux Russes. Et donc il va jouer la carte, double d'ailleurs, la carte nationaliste, donc il va jouer la carte de la Sainte Russie, disons. Donc nationaliste, bien sûr, mais aussi sainte, c'est-à-dire qu'il va cesser les persécutions contre l'Église. Alors il y a une des raisons pour lesquelles il a fait ça, on le sait bien maintenant, c'est que lorsque la Wehrmacht conquérait des villes russes, une des premières choses que faisaient les Allemands, c'était de remettre en service les églises orthodoxes et de reconvoquer les popes qui avaient été, quand ils n'avaient pas été exterminés par Staline. Bon. Et là, Staline a eu peur, il s'est dit, oulala, avec des mesures de ce genre, ça va poser des problèmes dans l'opinion publique, quoi. Donc il a cessé les persécutions, et anti-religieuses, je veux dire. Et celui qui les reprendra, c'est Khrouchtchev, mais c'est bien après. Et il va développer donc un patriotisme acharné, si je puis dire, pour galvaniser les troupes contre Hitler. Donc en fait, tout le monde, d'une façon générale, toutes les forces anti-nazies vont développer le patriotisme. Les nazis n'avaient pas le monopole, bien sûr, du patriotisme. La France libre de Gaulle se veut aussi patriote. L'Angleterre de Churchill se veut patriote. Bon, c'est très général. Donc en 1945, quand on arrive en 1945, on n'a que des patriotes pratiquement partout, parmi tous les belligérants. Donc les patriotes italiens et allemands ont été écrasés, évidemment, parce qu'ils étaient liés au régime fasciste. Mais les autres, les vainqueurs, se veulent aussi, sur le moment, très patriotes.
En 1945, on crée l'École nationale d'administration, mais avec un état d'esprit complètement différent de ce qu'on a pu connaître avec l'ENA aujourd'hui. L'École nationale d'administration a eu comme première promotion une promotion qui s'appelait France combattante. Et dans cette France combattante, il y avait pratiquement que des gens qui avaient tenu des armes pendant la Seconde Guerre mondiale. Le premier directeur de l'ENA, d'ailleurs, qui est resté jusqu'en 1963, il s'appelait Henri Bourdeau de Fontenay, il avait été un résistant, et c'était un résistant militariste. Il voyait tout sous le prisme du militarisme et du patriotisme, et il a dirigé l'école jusqu'en 1963, en essayant de maintenir cet esprit-là, l'esprit du patriotisme et du service public. Puis après, il y a eu des conseillers d'État. Enfin, j'ai rien contre, mais enfin, c'est plus le même État. C'est pas la même chose, évidemment, qu'un officier résistant. Bon, on a eu des conseillers d'État à la tête de l'ENA, et l'ENA est devenue une école de plus en plus civile, entre guillemets, donc de moins en moins militaire et de moins en moins patriote aussi, où peu à peu, avec l'ambiance régnante, l'ambiance générale de la société française, si je puis dire, le slogan France combattante a été remplacé par le slogan carrière méritante. Ça, c'est une invention de votre serviteur. Et donc la mentalité des élèves n'a plus guère été patriotique et elle est devenue de plus en plus égoïste, si je puis dire. Il s'agit de faire carrière, quoi. Et puis alors ensuite, après mai 68, ça s'est encore aggravé parce que là, il y a eu la révolution de mai 68 qui est antipatriotique aussi, évidemment. Et là, les élèves se gauchisent de plus en plus. Et ça se voit dans les noms des promotions, puisque chaque promotion, les élèves choisissent eux-mêmes librement le nom de leur promotion. Alors, sous la 4ème République, vous avez des noms convenables, là, j'en ai plus en tête, du genre Jean Giraudoux, des noms comme ça, enfin, en général souvent des écrivains. Et puis, à partir de mai 68, alors là, les noms commencent à devenir gratinés. Alors d'abord, vous avez République, bon, ça encore, beaucoup de gens peuvent s'y retrouver. Après, vous avez Aristide Briand, puis la pente va s'accélérer. Vous avez ensuite la promotion Willy Brandt. On voit pas très bien pourquoi une école nationale française prend comme nom Willy Brandt. Ensuite, vous avez Émile Zola. Ensuite, vous avez Badinter. Ensuite, vous avez Jean-Jacques Rousseau, bien sûr, et Marie Curie, certes grande scientifique, mais communiste. Bon. Donc, vous voyez la dérive, et puis jusqu'à maintenant, ça a été comme ça en permanence. Alors, ces noms reflètent bien ce que Christopher Lasch, qui est un sociologue dont je vous recommande la lecture, un sociologue américain qui est mort maintenant, il a fait un livre qui s'appelle La révolte des élites ou la trahison de la démocratie. Et il dit, il se passe quelque chose aujourd'hui qui n'a rien à voir avec ce qui se passait avant-guerre. Avant-guerre, il y avait un certain Ortega y Gasset, espagnol, que vous connaissez sans doute, qui était un conservateur espagnol, qui disait la révolte des masses, c'est la révolte des ouvriers qui deviennent communistes, etc. Et ça met en danger notre civilisation chrétienne. C'est en gros ce que disait Ortega y Gasset. Donc là, il dit c'est le contraire. C'est pas les masses qui se révoltent contre la civilisation occidentale, ce sont les élites. Les élites deviennent anti-occidentales. Elles détestent notre civilisation, elles se retournent contre elle. Parce qu'il y a une nouvelle idéologie des élites qui est arrivée, après mai 68, et qui fait qu'on est dans une autre mentalité. Lasch a fait aussi un autre livre, il en a fait beaucoup, mais il y a aussi ce livre-là très intéressant sur la psychologie du monde occidental d'aujourd'hui, qui s'appelle La culture du narcissisme. Christopher Lasch, c'est exactement ça. C'est-à-dire que maintenant, le dieu des êtres humains en Occident, c'est l'ego, c'est Narcisse, hein, donc on s'aime soi-même, et on cherche en permanence à améliorer son ego, à faire plaisir à son ego, etc. Le freudisme s'est aussi inséré un peu là-dedans. Et ce narcissisme, donc, remplace l'ancienne morale, si je puis dire. Bon. Alors, il ne faut pas s'étonner, évidemment, que dans une culture narcissique, vous ayez un nombre de crimes qui a quadruplé depuis mai 68 à maintenant. Parce que jusqu'en mai 68, disons qu'en gros, le nombre de crimes était le même en France, c'était 1,5 million. D'après les statistiques de la police française, 1,5 million de crimes et délits, hein, les deux sont mélangés là. Et depuis mai 68, le nombre de crimes a augmenté jusqu'à 4,5 millions, c'est le chiffre où il est actuellement. Donc il a quadruplé, en gros, à peu près, il a quadruplé par rapport à 1968, sans qu'on puisse trouver d'autres explications qu'une décadence morale très profonde, plus les phénomènes d'immigration, c'est vrai, qui ont accentué le phénomène, parce qu'il y a beaucoup plus de criminels immigrés que la proportion des immigrés dans la population française. Bon. Donc tout ça s'est cumulé en quelque sorte. Alors, à partir de 1960, il convient donc d'amalgamer patriotisme, fascisme, nationalisme, racisme, etc. Comme je vous le disais tout à l'heure. Même De Gaulle a été traité de fasciste pendant pas mal de temps. Alors il y a une ironie dans cette affaire, c'est que, évidemment, ça peut paraître bizarre, mais alors les gens de gauche ont triomphé quand De Gaulle a perdu le pouvoir, parce que quand il a perdu le pouvoir, vous savez que la première chose qu'il a faite, il est allé rendre visite au général Franco.
Parce qu'en fait, à l'intérieur de lui-même, en cachette, il ne disait jamais, évidemment, parce qu'il pensait que ça nuirait à sa carrière. Mais il adorait Franco, il avait une admiration pour Franco. Et il paraît qu'il aurait dit à Franco, d'ailleurs, moi, mon rêve, ça aurait été d'être Franco, si les circonstances l'avaient permis. Mais les circonstances, c'était le Parti communiste, c'était les Américains, les troupes américaines. Il n'y avait pas de troupes américaines en Espagne, effectivement. Bon, donc, j'ai pas pu faire comme vous, quoi. Mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait, parce qu'on ne sait pas vraiment l'entretien. Qu'est-ce qui s'est dit pendant cet entretien? Ils étaient en tête à tête, De Gaulle et Franco, et ils sont restés près de 2 heures ensemble, donc ils se sont dit beaucoup de choses. Et il n'y a aucun compte-rendu là-dessus. Alors, je sais si j'en ai cherché. Moi, c'est son dernier voyage, après l'Irlande. C'est ça, c'est ça. Et puis après, il est mort. Bon. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? C'est que le patriotisme n'est pas du tout en cours parce qu'il est incompatible avec les valeurs du système philosophique qui domine l'Occident et que Heidegger appelait le Gestell. Le Gestell, ça veut dire... enfin, on le traduit généralement, c'est difficile à traduire. On le traduit par l'arraisonnement, par l'utilitarisme. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a plus que les valeurs utilitaires qui comptent. Et ces valeurs utilitaires vous forcent, vous engagent dans votre vie quotidienne. Finalement, vous ne pouvez plus y échapper. Tellement ça a une force prégnante sur la société tout entière. Et l'utilitarisme n'a rien à voir avec le sentiment patriotique, bien au contraire. Pour l'oligarchie au pouvoir, alors c'est surtout cette oligarchie qui défend les valeurs du Gestell plus que le petit peuple, bien sûr. Pour l'oligarchie au pouvoir, la classe cosmopolite, les racines sont toujours condamnables. Pourquoi? Ça se comprend très bien. Il faut des hommes qui soient manipulables comme des matières premières. Heidegger dit le propre du monde moderne, c'est que l'homme est traité comme une matière première. Effectivement, c'est ce qu'on voit même dans le vocabulaire. Les sociétés françaises, autrefois, avaient des directions du personnel. Bon. Mais dans les directions du personnel, c'était pas un mot si moche que ça, puisqu'il y avait le mot personne dedans. On a supprimé tout ça, maintenant on appelle ça les directions des ressources humaines. Alors ça en dit long. Parce qu'il y a les ressources énergétiques, il y a le pétrole, il y a les boulets de charbon, ça c'est des ressources énergétiques, et puis il y a les ressources humaines, c'est du même ordre. Et de même qu'on doit pouvoir échanger les boulets de charbon, si je puis dire, dans le monde entier, en fonction des besoins de l'économie, il faut faire pareil avec les hommes. Il faut que les hommes puissent être transbahutés d'un pays à l'autre, etc. Et surtout qu'il n'ait pas de racines, parce que s'ils commencent à avoir des racines, ce ne sera pas bon. Alors toutes les racines sont mauvaises d'ailleurs. Elles empêchent cette mobilité, si vous voulez, des matières premières, que sont les hommes. Donc l'attachement à la famille, c'est pas très bon, l'attachement à la religion, c'est très mauvais, l'attachement à la patrie, c'est très mauvais, l'attachement à sa race aussi, bien sûr. Donc tout ça doit être absolument éradiqué. C'est le sentiment d'attachement à une collectivité quel qu'il soit qui est archaïque. Ne doivent compter que la raison calculatrice, l'homme doit être motivé par sa raison, bien sûr, calculatrice en l'occurrence, et par ses instincts reptiliens, parce qu'on veut les libérer. Parce que si les gens libèrent leurs instincts, après tout, ça fait l'affaire de la société oligarchique, parce que pendant qu'ils vont s'amuser, du coup, ils ne vont pas remettre en cause le pouvoir. Donc c'est un homme complètement tronqué, qui est l'homme moderne, qui est dominé par ses instincts et sa raison, et c'est un calculateur qui libère ses instincts et qui est dépourvu de cœur. Ce qui disparaît, c'est la troisième instance du cerveau humain, vous savez que c'est ce qu'on appelle, que les pères de l'Église appellent le cœur, c'est-à-dire le cerveau affectif, dans lequel se trouve aussi le sens moral. Donc ça veut dire que le sens moral va décliner. Il n'y a plus que les instincts, instinct de puissance, instinct de gain, instinct de cupidité, instinct sexuel, enfin tous les instincts, qui vont être gérés par un cerveau calculateur, mais sans que le cœur joue aucun rôle. Donc vous voyez le côté inhumain qu'on voit dans les comportements, les incivilités, comme on dit, etc. Le côté inhumain de la civilisation moderne, dite des droits de l'homme. Alors, Christopher Lasch montre donc que les classes qui sont dangereuses pour la morale et l'ordre social, autrefois c'était le prolétariat, mais aujourd'hui c'est le contraire, sont les élites, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et le vote géographique d'ailleurs est tout à fait révélateur. Si vous avez regardé les cartes qui ont été publiées dans les journaux depuis 2 jours, on voit bien que Paris voit triompher Macron. Le Front National ne fait que 4% des voix à Paris, c'est dire. Parce qu'il y a une concentration de richesses sur Paris, de cadres, d'intellectuels, etc. C'est la classe dirigeante qui profite de la mondialisation, évidemment, et qui vote dans cette direction-là. À Paris, on peut dire que Paris, ça ressemble beaucoup finalement à Berlin-Est. Vous savez que moi, ça m'a toujours frappé en Allemagne, parce que j'allais beaucoup en Allemagne.
Berlin-Est n'avait pas du tout la structure électorale des autres villes allemandes. Bon, Berlin avait été réunifié avec Berlin-Ouest, bien sûr, mais Berlin-Est pesait quand même très lourd. Et les résultats des élections à Berlin étaient pas du tout les mêmes qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'à Berlin-Est, il y avait la concentration de toute la fine fleur du Parti communiste d'Allemagne de l'Est. Tous les intellectuels communistes, les dirigeants communistes, ils habitaient tous Berlin-Est. Bon, quand l'Allemagne a été réunifiée, ils ne se sont pas mis à déménager. Donc ils sont restés là. Ce qui fait que Berlin-Est, encore aujourd'hui, a une structure électorale très très particulière et ils votent majoritairement pour ce qu'on appelle des Linke, la gauche, qui est l'héritière du Parti communiste est-allemand. Eh bien, Paris, c'est un peu la même chose aujourd'hui. Ce n'était pas le cas autrefois. Hein. Paris, autrefois, était à droite, mais aujourd'hui, c'est Paris qui possède la plus grande concentration d'oligarques cosmopolites. C'est un establishment hors sol qui ne connaît que son intérêt personnel, où l'individualisme règne, le matérialisme aussi, le politiquement correct. Il faut donc calomnier toute forme de patriotisme, comme toute forme de sacrifice à autrui d'ailleurs. Il faut aussi forcer les peuples à accepter l'invasion étrangère en les contraignant moralement à la repentance et à la soumission. Donc tout ça, ça va dans la même direction. Voilà une description d'ailleurs des élites cosmopolites américaines par Lasch, et vous allez voir que ça s'applique assez bien aussi à la France. Lasch écrit, le philosophe, donc le sociologue américain Lasch, dans La révolte des élites, il écrit « Le patriotisme ne se situe pas très haut dans leur échelle des valeurs. D'un autre côté, le multiculturalisme leur convient parfaitement, car il évoque pour eux l'image agréable d'un bazar universel, où l'on peut jouir de façon indiscriminée de l'exotisme des cuisines, des styles vestimentaires, des musiques et des coutumes tribales du monde entier, le tout sans formalité inutile, sans qu'il soit besoin de s'engager sérieusement dans une voie ou dans une autre. Ces nouvelles élites sociales se sentent chez elles en transit, sur le chemin d'une conférence de haut niveau, de l'inauguration d'un gala, d'un nouveau magasin franchisé, de l'ouverture d'un festival international du cinéma ou d'une station touristique encore vierge. Leur vision du monde est en fait finalement celle d'un touriste, perspective qui a peu de chances d'encourager un amour passionné pour la patrie et pour la démocratie. Un touriste, effectivement, bon, il est de passage, quoi. Selon Lasch, le discours des élites est donc aseptisé et cherche à masquer les divisions profondes de la société. On ne veut surtout pas reconnaître qu'il y a une lutte des classes quelconque dans le monde moderne, parce que ce serait déjà reconnaître le danger. Donc on va faire un discours aseptisé, de compassion verbale, une obsession pour les mots. On va attacher une importance énorme aux mots, même s'ils n'ont aucun rapport avec la réalité. Et il dit, à travers cette obsession des mots, on a perdu de vue les dures réalités, qu'il est impossible d'adoucir en se contentant de flatter l'image des gens, que les gens se font d'eux-mêmes. Il ajoute, le problème de notre société, c'est pas, contrairement à ce que croient les gens de gauche, c'est pas que les riches ont trop d'argent, c'est pas tellement ça, mais c'est surtout que leur argent les isole beaucoup plus que par le passé de la vie commune. Ce sont des gens qui ne mènent plus du tout la vie des autres Français. Ils ont des écoles privées pour eux, ils vivent dans des quartiers où le prix du sol est tellement élevé que personne ne risque évidemment de les concurrencer sur ce terrain-là. Il n'y a pas d'immigrés parce que c'est beaucoup trop cher. Et donc ils ont une vie à part. En plus, ils ne vivent pas en France, ou ils vivent que très peu partiellement en France. Ils passent leur temps à traverser l'Atlantique, etc. Et donc cette catégorie-là, évidemment, est isolée de ce qu'est le petit peuple français, si je puis dire. Dostoïevski, d'ailleurs, avait fait ce diagnostic un siècle auparavant, en disant ce qui est grave chez les riches, c'est qu'ils s'isolent entre eux, et ils méprisent profondément les pauvres, et quant aux pauvres, ils deviennent envieux et haineux, écrit-il dans Les Frères Karamazov. Il avait la source d'une lutte des classes qui ferait couler le sang, c'est-à-dire qu'il avait prévu en quelque sorte la révolution bolchevique. Bon, nous, on n'est plus tout à fait dans la même situation, sauf que nous avons vraiment, effectivement, l'apparition de deux classes sociales complètement différentes, qui se détestent cordialement. Je veux dire, il n'y a pratiquement pas de dialogue. Mais l'initiative du dialogue, normalement, devrait venir, évidemment, des plus importants, du pouvoir, des riches, etc. C'est à eux de faire ça. Ils ne font pas. Au contraire, ils ont un mépris profond pour les autres. Bon, on le voit bien dans la façon dont le Front National est traité par les autres partis politiques, par exemple. C'est lié à ça, évidemment. L'autre jour, d'ailleurs, j'étais dans une soirée, vous l'avez peut-être déjà dit, très bourgeoise, et les gens parlaient de politique. C'était à l'époque où on parlait des primaires des Républicains. Et alors les gens disaient, toi tu votes pour Juppé, toi tu votes pour Sarkozy, toi tu votes pour Fillon, tout le monde discutait autour de ça. Puis il y avait quelques malheureux socialistes qui étaient là, mais tout le monde était bienveillant à l'égard de ces braves socialistes. Et puis il y avait une dame qui avait l'air très triste dans son coin, alors on va la voir, et puis on lui dit, alors madame, vous ne participez pas à la conversation? Elle dit, oh là, moi ne m'en parlez pas de la politique.
J'ai un drame dans ma famille. Ah bon? Un drame? Oui, oui, il y a un dissident dans notre famille. Il y a un dissident. Ça veut dire quoi? Ben, c'est notre jardinier. Oh, c'est pas grave, le jardinier, c'est pas un membre de la famille. Ah si, parce que il est là depuis, déjà il était là du temps de mon père, etc. C'est vraiment comme un membre de la famille, donc on l'aime beaucoup. Et il est dissident, ça nous rend très très malheureux. Mais ça veut dire quoi, dissident? Ah, figurez-vous, elle prend un air très gêné, il vote pour le Front National. Et là, il y avait tous les gens qui étaient autour, qui étaient d'opinions variées, plus ou moins d'ailleurs, hein, qui disent, oh là là, ma pauvre dame, mais quelle vulgarité. Ils n'ont pas dit, ils se trompent. Ils auraient pu dire ça, après tout. Non, c'est pas une erreur intellectuelle, c'est la vulgarité même, et c'est presque la pourriture morale, quoi. Voilà, le jardinier est un homme profondément atteint par une espèce de maladie contagieuse, en quelque sorte. Et ça, c'est le signe. Alors, c'est là où, quand je suis sorti de cette soirée, je me suis dit, tiens, c'est vraiment le signe qu'on a une nouvelle lutte des classes en France. C'est là que je me suis dit, c'est la lutte des classes. Pas la même qu'avant la guerre, évidemment, c'est pas entre patrons et employés, mais c'est entre les gens qui sont les victimes de la mondialisation et qui souffrent de l'immigration, de l'insécurité, du chômage, et puis ceux qui, au contraire, s'en tirent bien, qui, eux, évidemment, ne voient pas du tout les choses de la même manière. Alors, Lasch, encore une petite citation de Lasch, parce qu'il décrit bien ces élites. Il dit « Les classes intellectuelles sont éloignées du côté physique de la vie, d'où leur dérisoire tentative de compenser cet éloignement en adhérant à un régime d'exercice physique gratuit. Leur seul rapport avec le travail productif est en tant que consommateurs. Elles n'ont pas l'expérience de la création de quelque chose de substantiel et de durable. Elles vivent dans un monde d'information, d'abstraction, d'images, un monde virtuel consistant dans des modèles informatisés de la réalité, une sorte d'hyper-réalité qui s'oppose à la réalité physique, immédiate, palpable, qu'habitent les hommes et les femmes ordinaires. Leur croyance à la construction sociale de la réalité reflète l'expérience de leur vie dans un milieu parfaitement artificiel où a été rigoureusement banni tout ce qui résiste au contrôle humain. C'est-à-dire, tout ce qui est familier et rassurant est éliminé. Le contrôle est devenu leur obsession. Dans leur élan pour s'isoler du risque et de la contingence, pour se prémunir des aléas qui affligent la vie de l'homme, les classes intellectuelles se sont séparées du monde commun qui les entoure, mais même de la réalité. La meilleure façon de comprendre les conflits culturels qui bouleversent l'Amérique depuis les années 60, parce que lui c'est un Américain, c'est d'y voir une sorte de forme de guerre des classes, c'est Lasch qui dit ça, dans laquelle une élite éclairée, mais qu'on pourrait aussi traiter d'élite allumée, entreprend moins d'imposer ses valeurs à la majorité, parce que la majorité, elle est incorrigiblement raciste, sexiste, provinciale, xénophobe, etc. Cette élite cherche encore moins à persuader la majorité avec un débat public rationnel, c'est pas du tout l'enjeu. Il s'agit par contre de créer des institutions, des réseaux parallèles dans lesquels l'élite ne sera plus du tout obligée d'affronter face à face les masses ignorantes. Donc c'est effectivement un gouvernement de réseau. Alors vous avez le gouvernement, si je puis dire, la façade, bien sûr. La façade, c'est les hommes politiques bien connus. Et puis derrière, vous avez des réseaux qui font que ces hommes politiques ne font pas du tout ce qu'ils veulent, d'ailleurs. Ils obéissent à des ordres. On le voit dans les histoires, d'ailleurs, de report des voix depuis le premier tour, hein, puisque vous avez 11 candidats. Et je lisais ça dans le New York Times tout à l'heure. Le New York Times montrait son étonnement de voir que sur 11 candidats, il n'y avait pas un seul candidat qui a dit voter Marine Le Pen au deuxième tour. C'est ce qui prouve qu'elle est vraiment isolée, quoi. Et effectivement, vous avez beaucoup, même celui qui serait le plus proche des idées du Front National, c'est quand même Dupont-Aignan. Bon, pour l'instant, il n'a pas fait de décision, je ne sais pas s'il en prendra une, mais moi je suis presque à parier qu'il ne demandera jamais de voter pour elle, parce que s'il fait ça, il détruit son propre petit parti, il est exclu de toutes sortes de choses. Et en plus, je crois, mais alors là, j'ai pas de preuves, hein, mais je pense qu'il appartient à une loge maçonnique qui a dû très probablement lui interdire cette démarche. Alors, Lasch avait détecté l'inconscience de ces élites cosmopolites. Et ce qui est grave, c'est que ces élites sont inconscientes. Elles sont incapables de saisir l'importance des différences de classe dans la formation de nos attitudes envers la vie. Donc, ils n'imaginent pas que des gens puissent être différents d'eux, quoi, en quelque sorte. Ils ont du mal à comprendre pourquoi leur conception de la vie n'arrive pas à susciter un enthousiasme universel. Ils veulent censurer tout discours discriminant, tout en autorisant toutes les déviances au nom des droits de l'homme. Lorsqu'ils se trouvent confrontés à de la résistance devant ces initiatives, ils révèlent la haine venimeuse qui ne se cache pas loin, sous le masque souriant de la bienveillance bourgeoise. La moindre opposition fait oublier aux hommes humanitaristes les vertus généreuses qu'ils veulent défendre. Ils deviennent irritables, pharisiens, intolérants. Dans le feu de la controverse politique, ils jugent impossible de dissimuler leur mépris
pour ceux qui refusent avec obstination de voir la lumière, ceux qui ne sont pas dans le coup, selon le langage autosatisfait du prêt à penser politique. En même temps arrogants et peu sûrs d'eux-mêmes, les membres de ces nouvelles élites considèrent les masses avec un dédain teinté d'appréhension. Aux USA, l'Amérique du milieu, c'est-à-dire l'Amérique du centre, par opposition aux deux côtes, la côte ouest et la côte est, symbolise tout ce qui se dresse sur la route du progrès. Les valeurs de la famille, le patriotisme irréfléchi, le fondamentalisme religieux, le racisme, l'homophobie, les options rétrogrades sur les femmes, tout ça, c'est minable, ringard et provinciaux. C'est-à-dire, Madame, je crois Clinton, ça lui avait échappé parce que ça lui était reproché dans la campagne contre Trump. Elle avait dit à un moment, elle avait traité de minables à peu près les électeurs de Trump, disant que c'était tous les minables de l'Amérique qui se retrouvaient derrière Trump. Alors après, elle a vu qu'elle avait fait une bourde, quoi, parce que insulter la moitié de l'électorat, c'est pas terrible quand on est candidat aux élections. Mais c'est le mépris en question qui est très révélateur. Et là, je conclus en disant l'évolution de l'histoire ne va plus dans le sens d'un nivellement des distinctions sociales. Il dit après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une période où les classes moyennes étaient de plus en plus nombreuses, donc il y avait une unification en quelque sorte des situations. Mais maintenant, on va de plus en plus vers une société en deux classes, où un petit nombre de privilégiés monopolisent les avantages de l'argent, de l'éducation et du pouvoir. La critique de la société est confiée aux célébrités du monde des loisirs, qui elles-mêmes font partie de cette élite riche. L'arrogance de la nouvelle classe cosmopolite est fondée sur le mythe de la méritocratie. Non pas que le mérite ne joue pas son rôle, mais il masque le rôle essentiel des réseaux dans la réussite individuelle. C'est-à-dire que pour réussir individuellement dans notre société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, lui parle de l'Amérique, hein, enfin c'est pas très différent en France, il faut avoir du talent, travailler, évidemment, il y a du mérite individuel, ça c'est sûr, mais il faut aussi avoir des réseaux, il faut avoir des carnets d'adresses, etc. Et les réseaux, ils sont organisés, mais ils sont organisés par qui on sait, et toujours dans la même direction. Donc il n'y a pas que le mérite. Alors là, je vous rappelle une petite histoire de Shakespeare que j'aime beaucoup à propos du mérite d'ailleurs, parce que le mérite c'est l'idéologie officielle de Macron pratiquement, c'est l'idéologie officielle de l'ENA. Bon, alors il ne s'agit pas d'être contre le mérite, bien sûr, le mérite c'est une bonne chose, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Et Shakespeare, qui était un des plus grands psychologues qu'il y ait jamais eu, avait bien vu l'ambiguïté de la valeur du mérite. C'est un des meilleurs auteurs qui démasque les ridicules de cette idéologie. Dans Le Marchand de Venise, le marchand cherche un gendre qui soit le mieux possible pour sa fille Portia. Il dispose 3 coffrets dans son salon et chaque prétendant doit choisir un coffret. Le premier coffret est en or, et sur ce coffret en or est écrit « Celui qui me choisit aura ce que beaucoup d'hommes désirent ». Le deuxième coffret est en argent. L'inscription sur le couvercle, c'est « Celui qui me choisit aura ce qu'il mérite ». Et le troisième coffret est en plomb. Sur lui est inscrit « Celui qui me choisit devra risquer et donner tout ce qu'il a ». C'est 3 morales différentes, hein, ça c'est sûr. La troisième, on y retrouvera la morale de la sainteté de la religion catholique. Hein, risquer et donner tout ce qu'on a, bah oui. Un premier prétendant, alors c'est là, on a toujours soupçonné Shakespeare d'être raciste. C'est vrai que dans Le Marchand de Venise, il y a un portrait de juif qui est quand même pas piqué des hannetons. Mais là, en l'occurrence, le premier prétendant, c'est un Maure. C'est donc, on dirait aujourd'hui, un arabe. Un Maure, il s'empare du premier coffret, du coffret en or. Évidemment, dès qu'il voit un coffret en or, il est ravi, comme les émirs du Golfe. Et alors, il déclare « Moi, je désire, comme tout le monde, la belle Portia, cette fameuse jeune fille, justement. » Il ouvre le coffret, où il y a marqué celui qui me choisit aura ce que tout le monde désire. Dire, tout le monde désire Portia, donc moi je choisis ce coffret. Il ouvre le coffret et il voit la phrase suivante. Vous êtes commun, vous êtes vulgaire comme la foule, vous avez des goûts ignobles, vous êtes donc éconduit. Alors il repart complètement écœuré, évidemment. Le deuxième prétendant, c'est un bourgeois italien, donc on voit la gradation, c'est plus un étranger, c'est un bourgeois italien. Il voit le coffret en argent et il se dit, celui qui me choisit aura ce qu'il mérite. Mais justement, je suis plein de mérite. Et il ouvre le coffret et il voit le portrait d'un niais, avec cette remarque, vous êtes un niais, gonflé de prétention, vous vous aimez vous-même, vous ne pourrez donc jamais aimer ma fille puisque vous aimez trop. Donc vous êtes éconduit. Alors il s'en va, très triste, et arrive le troisième prétendant qui est un aristocrate vénitien, forcément. Et celui-ci prend le coffret de plomb, où il est marqué « Qui me choisit risquera et donnera tout ce qu'il a ». Il ouvre le coffret et là il voit le portrait de la jeune fille. Il a gagné. Le père de la jeune fille voulait un esprit noble, comme gendre, un esprit noble apte au sacrifice de soi
capable d'être courageux, capable de prendre des risques. C'est effectivement 3 mentalités, 3 types d'hommes, on peut dire, hein, parce que il y a vraiment 3 types d'hommes dans ces 3 coffrets. La nouvelle élite correspond donc au 2e personnage, englué dans ses mérites et son égocentrisme. Ce personnage n'a rien d'héroïque, prenant des risques et capable de donner quoi que ce soit. C'est un calculateur sans cœur, mu par des instincts reptiliens. Il ne se rattache à rien, sinon à son propre ego. Et là, je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ajouté c'est Macron. C'est l'impression que ça m'a fait penser à ça, effectivement. Alors, le dit Macron a félicité, comme vous le savez, Mme Merkel, pour avoir accueilli 1 million de migrants en Allemagne, avec les conséquences qu'on a pu voir, attentats terroristes, attaques sexuelles contre les femmes, etc. Il est un fait que le cosmopolitisme des élites actuelles crée progressivement les conditions d'une guerre civile, en intensifiant l'émigration au nom de la paix et des droits de l'homme. Donc on est en pleine actualité. La politique cosmopolite a un vocabulaire et un mode d'action qui se contredisent totalement. Les défenseurs de l'immigration de masse sont des hypocrites, car ils détruisent la liberté, l'égalité et la fraternité entre les citoyens, les 3 principes républicains dont ils se réclament sans arrêt. Par exemple, l'immigration de masse est indiscutablement une atteinte grave à la liberté des citoyens. Les sondages montrent que 70% des Français trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. Ils n'ont jamais été consultés sur l'accueil des millions d'étrangers, à la différence de nos voisins suisses, par exemple, où les citoyens peuvent déclencher des référendums sur l'immigration. L'économiste Hans-Hermann Hoppe explique que si un étranger n'est pas invité dans le pays par un contrat de travail signé par un citoyen, l'immigré est un installé de force qui est là par le caprice de l'État qui l'a laissé s'installer alors qu'il n'y a aucune personne privée qui veut l'embaucher. Personne n'a demandé sa venue et il s'impose. Et l'État est complice de ce fait en laissant les immigrés envahir le domaine public parce que les domaines privés, eux, restent fermés, évidemment. Donc c'est le problème du domaine public. Comme l'a montré le prix Nobel américain Gary Becker, un immigré qui s'installe bénéficie immédiatement de tout le capital social du pays sans avoir contribué à le créer. Il profite du métro, c'est pas lui qui l'a construit, hein, il profite des hôpitaux, il profite des monuments culturels, tout ça a été financé par des générations et des générations de Français. Il en profite immédiatement. C'est pourquoi Gary Becker, c'est un économiste, hein, donc il voit tout du point de vue économique, évidemment, enfin il est prix Nobel, il n'accepte que les immigrés qui paieraient une taxe qui rétablirait l'égalité et qui supprimerait ce privilège donné aux immigrés. C'est-à-dire, vous venez d'arriver dans notre pays, vous allez profiter de tout le capital de la France et de son histoire, etc. Donc vous allez payer une taxe. Alors évidemment, la taxe serait probablement assez élevée, effectivement, et ça limiterait évidemment le nombre, ça c'est sûr. La plupart du temps, remarquez, c'est un raisonnement qui n'est pas très éloigné des Australiens, parce que les Australiens font ça. Hein. En Australie, si vous voulez aller en Australie, il faut être jeune. Si vous êtes vieux, on ne veut pas de vous, parce qu'on dit qu'il va avoir une retraite et puis il ne va pas travailler. Donc il faut être jeune. Et puis ensuite, il faut avoir plein de diplômes. Dans les domaines où l'économie australienne a besoin d'étrangers. À ce moment-là, vous êtes accepté à bras ouverts. Mais sinon, tout est fermé. Et on renvoie les gens par bateau, comme vous le savez. D'ailleurs, ça c'est la politique de l'Australie, mais ce n'est pas du tout la nôtre. Alors, on est donc en présence d'une immigration imposée contre la volonté de la majorité démocratique. L'immigration est ainsi une atteinte aux libertés du citoyen qui va voir son cadre de vie changer alors qu'il n'a rien demandé, lui. Les sociologues appellent cette situation l'insécurité culturelle. C'est une expression qui est utilisée maintenant dans les universités. L'insécurité culturelle, c'est se sentir menacé par une invasion de personnes d'une culture complètement différente qui imposent leur culture. La moindre des choses, évidemment, serait de consulter les Français par référendum pour savoir s'ils acceptent cette immigration ou non et gouverner en conséquence démocratiquement. Ça se fait en Suisse, encore une fois, mais ça ne se fait pas en France. Maintenant, deuxième valeur de la République, l'égalité. Il n'y a pas d'égalité des citoyens devant l'immigration, ça c'est assez évident. Et vous allez retrouver cette fameuse coupure politico-sociale entre 2 Frances différentes. Les bénéficiaires de la mondialisation se réclament des droits de l'homme pour accueillir une immigration illimitée. Mais ils se gardent bien de la côtoyer. Ce sont des hypocrites et des tartuffes. Les sociologues ont démasqué le comportement d'évitement des bourgeois mondialistes. Le prix du foncier fait que les immigrés ne peuvent pas vivre là où les bourgeois cosmopolites habitent, car c'est beaucoup trop cher. Donc ça crée une ségrégation sociale qui évidemment ne profite qu'aux riches. Ce sont les pauvres, les jeunes, les chômeurs, les personnes âgées à qui on impose la cohabitation avec les immigrés, mais pas les autres. De plus, les bourgeois bénéficiaires de la mondialisation envoient leurs enfants dans des écoles privées, y compris les socialistes. On connaît plein de cas de familles. Ils envoient toujours leurs enfants dans des écoles privées. Pourquoi ? Parce que la qualité de l'enseignement est meilleure et parce qu'il n'y a pas d'immigration qui peut poser un problème quelconque. Les écoles publiques, dont le niveau baisse à cause du trop grand nombre d'étrangers qui parlent mal le français,
sont réservés aux sans-dents, comme disait le président Hollande. Les cosmopolites riches échappent donc à la cohabitation avec l'immigration, pour eux et pour leurs enfants, mais ils imposent celle-ci aux Français les plus modestes. Donc, et après, ils accusent les Français les plus modestes, bien sûr, de racisme, etc. L'hypocrisie, donc, absolument totale, et c'est d'ailleurs le meilleur moment que j'ai trouvé, d'ailleurs, dans les discours de Mélenchon, un moment où il attaque ses adversaires en disant « des hypocrites ». Eh bien, c'est exactement ça. Troisième valeur républicaine, la fraternité. Ben, la fraternité est incompatible avec la diversité de la population. Et ça, c'est éprouvé par un sociologue américain, très grand sociologue d'ailleurs, qui était plutôt, je crois, d'ailleurs à gauche, peu importe d'ailleurs, qui s'appelle Robert Putnam. Robert Putnam a montré par des études scientifiques sur les quartiers des villes américaines que la confiance envers les autres était d'autant plus forte que la culture était commune. Plus il y a diversité ethnique, plus le degré de confiance entre voisins diminue. Alors ça, il a fait ça mesuré avec des adjoints qui ont mesuré le degré de confiance selon la nature des quartiers américains. La conclusion de Putnam, c'est qu'il faut choisir entre la diversité et la fraternité. On peut avoir l'un ou l'autre, mais pas les deux. Et c'est vrai que dans les pays les plus homogènes du monde, comme l'Islande, le Japon ou le Danemark, la confiance est incroyablement forte entre les concitoyens. Moi, je me souviens avoir été au Danemark, il y a quelques années déjà, j'avais visité un château. Et dans ce château, il y avait vraiment des valeurs extraordinaires. Il y avait des fourchettes en or, il y avait des bijoux, il y avait des choses comme ça. Et tout ça a été mis en vrac sur les meubles, sans aucune surveillance. Alors je me suis dit, il doit y avoir des caméras, évidemment. Pas la moindre caméra. Je me dis, mais ils sont complètement fous. Enfin, ils prennent aucune précaution. Alors je suis allé voir le gardien en sortant, et je lui ai dit, dites donc, monsieur, il n'y a aucune surveillance dans votre château? Il dit, non, il n'y a aucune surveillance. Vous avez mis des caméras, évidemment. Non, des caméras, mais pourquoi faire? Je dis, il pourrait y avoir des vols. Parce qu'au fond, c'est pas très difficile. Moi, j'aurais pu prendre des bijoux qui étaient sur une table, les mettre dans ma poche, et puis je serais parti, vous auriez rien vu. Ah ben c'est vrai que j'aurais rien vu. Alors, vous faites rien? Mais non, ça sert à rien. Mais chez nous, ça n'arrive jamais. Mais vous en avez des drôles d'idées. Vous êtes où, français? Au Danemark, ça n'arrive jamais, jamais, jamais. J'ai vu ça aussi à Munich, la même surprise. Maintenant, ça doit être moins vrai d'ailleurs. Mais à l'époque, à Munich, il n'y a pas très si longtemps que ça, j'avais un appartement. Et la propriétaire de cet appartement me donne les clés. Et ensuite, elle nous invite à dîner. Et alors, elle gare sa voiture en plein centre de Munich. Elle avait un magnifique manteau de fourrure en vison. Et le manteau de fourrure, elle le laisse sur le fauteuil du conducteur. Elle ferme rien à clé. Alors nous, on regarde ça, on dit, madame, vous laissez votre voiture comme ça? Elle dit, oui, c'est très bien, elle est bien garée, la police dira rien. Non, mais c'est pas ça, mais vous fermez pas à clé? Ben non, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Je dis, mais quelqu'un va pas vous voler votre manteau? Et là, elle éclate de rire. Elle dit, ça c'est bien les Français. Vous avez de ces idées, vous, alors vraiment. C'est impensable. Bon, donc voilà, population extrêmement homogène, valeurs communes, et puis confiance dans le voisin, quoi. Grande confiance dans le voisin. Et plus la population est diverse, au contraire, plus la confiance diminue. Et c'est ce que montre Putnam dans ses études sur les villes américaines. Dans les quartiers où cohabitent des peuples différents, même si c'est assez pacifique, on sait très bien qu'il y a une certaine défiance. On sait très bien, par exemple, en France, alors ça c'est un cas qui est assez connu, on l'a vu d'ailleurs récemment, les Chinois, par exemple, se méfient énormément des Maghrébins et des gens du voyage. Parce que les Chinois ont la réputation de beaucoup travailler, bon, ce qui est assez vrai en général, de gagner beaucoup d'argent, et puis de ne pas être très prudents. Et donc ils se font attaquer, et ils se font attaquer tout le temps. Enfin, dans la banlieue, c'est tout le temps. Et les Chinois sont déjà venus protester à la préfecture de police. Il y a même eu une manifestation l'autre jour parce qu'il y avait un policier qui avait tué un Chinois. Et ils trouvent qu'ils sont très maltraités en France parce qu'on ne les protège pas. Et eux travaillent et ils ne sont pas protégés. Voilà. Mais ça n'arrive pas là où il y a... si vous allez à Singapour, il n'y a que des Chinois. Le problème, je vous assure j'y suis allé à Singapour, je connais la ville. Il n'y a aucune délinquance d'aucune sorte. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, alors la fraternité donc n'existe qu'entre frères d'une même culture et de même mœurs. C'est surtout une question de culture et de mœurs, bien sûr. Peut-il y avoir fraternité dans un quartier où les femmes doivent mettre une burqa et sont interdites d'aller au café parmi les hommes? Les bénéficiaires du système, la bourgeoisie mondialiste, vit dans ses propres quartiers riches réservés et dans des écoles privées. Ils n'ont pas ce genre de difficultés, la délinquance les atteint finalement moins. Ils prônent la fraternité, mais celle-ci n'existe que dans leur milieu choisi avec soin, où ils peuvent dîner entre eux, faire du sport entre eux, uniquement avec ceux qui leur ressemblent. Et tout ça est fermé dans des clubs, etc. Alors là, par contre, on est extrêmement sélectif et on n'accepte pas n'importe qui.
Donc les frontières sont ouvertes, mais maintenant il y a des codes à l'entrée des portes. Moi quand j'étais gosse, à l'époque les frontières étaient relativement fermées, mais on pouvait entrer dans n'importe quelle porte d'immeuble, il y avait pas de code à l'époque. Donc on a inversé les choses. Donc on est dans un drôle de monde. Donc on a deux classes sociales maintenant qui s'affrontent. Les bourgeois cosmopolites, qui acceptent l'immigration effectivement, dont ils se protègent eux-mêmes à titre privé, c'est là l'hypocrisie, et donnent des leçons de générosité antiraciste au petit peuple. Puis l'autre classe, celle des plus pauvres, des jeunes modestes ou des personnes âgées, doit subir cette diversité, disons, nationale contre son gré, donc viol de la liberté, doit se résigner à accepter la cohabitation dont les plus riches sont exempts, viol de l'égalité, et doit subir l'insécurité dans son environnement immédiat, pas de fraternité. L'idéologie médiatique condamne ceux qui souffrent, accusés d'être fermés, archaïques, xénophobes, passéistes, et approuve les classes privilégiées qui, elles, sont censées être dans le sens du progrès, d'être ouvertes et d'être modernes. On est évidemment en pleine hypocrisie. Les privilégiés imposent leur vision du monde, car ils les favorisent, évitent les inconvénients de l'immigration par leurs privilèges financiers et maintiennent un minimum de fraternité dans des cercles fermés, loin des zones de non-droit. La paix civile menacée. La paix n'est pas une valeur citée dans la devise de la République française parce qu'à l'époque, on croyait qu'elle allait de soi. C'était le préalable à tout le reste. Mais le système de l'immigration de masse crée des menaces, évidemment, qui mettent en jeu la paix républicaine. Un pays où l'immigration s'impose aux citoyens sans qu'ils aient la possibilité de dire non est un pays qui méprise la liberté. Un pays où ceux qui prônent l'immigration vivent loin de celle-ci grâce au privilège de l'argent, grâce à leurs privilèges de toutes sortes et d'un discours officiel hypocrite qui masque les inégalités. Un pays où l'immigration crée une insécurité culturelle, physique et sociale, doit renoncer à toute fraternité quotidienne. Il faut des milices privées. Il n'y a jamais eu autant de sociétés de milices privées qu'aujourd'hui. C'est même moi qui ai rédigé la loi sur les sociétés de sécurité privée. Alors ça, je peux vous le dire, il y en a plus que des policiers. Quand j'avais rédigé la loi, il y a quelques années, il y avait 110 000 policiers à l'époque, il y avait 150 000 salariés des sociétés de sécurité privée. Alors qu'il y a 40 ans, le problème ne se posait absolument pas. Il faut des codes de porte d'entrée, il faut verrouiller les voitures, alors que les frontières sont ouvertes contre tout bon sens. Donc on est dans un monde complètement inversé. Par conséquent, finalement, cette idéologie des oligarques détruit les valeurs républicaines du pays, la liberté, l'égalité, la fraternité, qui sont complètement bafouées. Et ce fait social est caché par l'information officielle qui est aux mains des Tartuffes. Seule la démocratie directe à la Suisse peut permettre au peuple de défendre sa vie quotidienne et de retrouver les valeurs historiques du pays. On est donc en pleine hypocrisie. Les partisans de l'immigration se veulent humanistes. Ils préparent dans l'inconscience la plus totale, en fait, une future guerre civile, comme cela s'est déjà produit dans d'autres pays, parce qu'on a plein d'exemples historiques. Alors ça, je pourrais vous en citer pendant longtemps. Et je vais me limiter juste à deux cas, par exemple, mais auxquels on ne pense pas forcément. Le premier cas, c'est Ceylan. Ceylan, c'était une île composée essentiellement d'habitants de Ceylan, les Cingalais, qui étaient bouddhistes. Et puis les Anglais, pour des raisons économiques, trouvaient que ces bouddhistes cingalais n'étaient pas corvéables à merci, et ils ont fait venir des Tamouls venus du sud de l'Inde, que l'on faisait travailler à coups de fouet, si je puis dire, mais on a fait venir de plus en plus. Bon, finalement, les Tamouls, quand les Anglais sont partis, les Tamouls se sont retrouvés en minorité, mais ils avaient une position très solide, parce que les Anglais les avaient systématiquement favorisés. Les Cingalais se sont rebellés, donc petit à petit, les deux communautés ont commencé à se détester, alors qu'au début, elles se supportaient. Et puis finalement, il y a eu une guerre civile, comme vous le savez sans doute, entre les Tamouls et les Cingalais, qui a duré des années, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui a fait 70 000 morts. Donc voilà un exemple où l'immigration tamoule a provoqué la guerre civile dans Ceylan, par la faute des Anglais, il faut dire au départ, mais enfin bon, c'est comme ça. Deuxième exemple que je vais prendre, qui est complètement différent, auquel on ne pense jamais en France, c'est la République tchèque. Il se trouve que c'est un pays que je connais très bien. En République tchèque, pendant plusieurs siècles, il y a eu une colonisation allemande très importante en Bohême, ce qui fait qu'on appelait les Allemands des Sudètes sous Hitler. Et ces Allemands des Sudètes ont fini par représenter un tiers de la population, ce qui est quand même énorme. Enfin, dans une population, c'est comme si vous aviez un tiers d'Allemands en France. Bon, c'est à peu près ça. Et bien sûr, ces Allemands avaient beaucoup de points communs avec les Tchèques. Bon, ils se ressemblent dans la rue, ensuite ils ont la même religion, ils sont tous catholiques, plus ou moins, ou protestants, bon, enfin l'un ou l'autre. Mais donc ils ont beaucoup de points communs. La seule grande différence entre les Tchèques et les Allemands, c'est la langue. Une langue slave, la langue allemande, bon, c'est deux langues quand même extrêmement différentes. Le tempérament aussi qui n'est pas le même. Un slave, souvent un tempérament assez différent d'un allemand. Il suffit d'aller passer quelques temps à Munich, par exemple, et puis d'aller passer quelques temps à Moscou, on voit très bien que ce n'est pas les mêmes mentalités. Et donc, ces Allemands des Sudètes
dominaient le paysage social, et les Tchèques étaient essentiellement des paysans et des femmes de ménage. Bon. Et puis un jour, petit à petit, les Tchèques ont monté socialement, ils ont fait des études, certains d'entre eux ont fait des études, etc. Et petit à petit, les Tchèques ont eu l'impression qu'ils ont compris qu'ils étaient dans un pays en train de mourir, en train de disparaître, submergés par les Allemands, parce que ça s'est fait à un poil près, quand même. Et donc les Allemands dominaient le pays, les Tchèques étaient de plus en plus rebelles, et puis les relations se sont dégradées. C'est-à-dire qu'encore au début du 19e siècle, c'était la fraternité, les gens s'entendaient assez bien. Il y avait des Allemands, il y avait des Tchèques, bon, mais personne n'avait conscience vraiment d'être très différents les uns des autres. Et puis la génération d'après, à chaque génération, ça s'est aggravé. C'est-à-dire qu'au début, il y avait des Tchèques qui réclamaient une certaine autonomie pour les Tchèques, et surtout qu'on respecte la langue tchèque, il y a les deux langues pour les plaques de rue, des choses comme ça. Ensuite, il y a eu la génération d'après. Alors là, on a eu des Tchèques beaucoup plus virulents, qui ont commencé à réclamer une partie du pouvoir, etc., à vouloir séparer l'université, ce qui s'est fait d'ailleurs en université allemande et une université pour les Tchèques. Vous voyez, la ségrégation qui commence, 2 universités différentes, alors que depuis le Moyen-Âge, il n'y avait qu'une seule université à Prague. Ensuite, petit à petit, ils ont réclamé des théâtres tchèques à côté des théâtres allemands, enfin de faire toutes les institutions en double, donc un système, si vous voulez, biculturel, biethnique. Et puis, petit à petit, les Tchèques ont dit, mais après tout, on est dans notre pays, et on ne dirige pas la politique du pays. Donc ça, alors, ils ont créé un parti tchèque, évidemment, qui a commencé à s'opposer aux Allemands. Les Allemands, voyant que les Tchèques se rebiffaient, sont devenus des nationalistes allemands, ce qu'ils n'étaient pas du tout au départ. Et puis alors après, les choses se sont aggravées, parce qu'après, il y a Hitler qui est arrivé au pouvoir en Allemagne, et qui a pris parti, évidemment, pour les Allemands, des Sudètes. Et alors, il y a eu un parti national-socialiste des Allemands de Bohême, dirigé par un certain Heinlein, et c'était un parti nazi, quoi, installé au beau milieu de la République tchèque, et les Tchèques ont commencé à créer des milices tchèques contre le parti nazi allemand. Bon, ils ont commencé à se battre. Et puis là-dessus, nous, accord de Munich, on donne à Hitler toute une partie de la Bohême, on la découpe en 2 morceaux, toute la partie où il y a plus d'Allemands, on la donne aux Allemands. Bon, ça se calme un peu, puis après il y a la Seconde Guerre mondiale. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, bon, c'est la guerre, donc c'est une situation différente, occupation allemande bien sûr. Et en 1945, qu'est-ce qui se passe? Les nationalistes tchèques reprennent le pouvoir avec Beneš, puis les communistes aussi, mais les communistes viendront après. Dans les premières semaines, c'est les nationalistes tchèques qui prennent le pouvoir et qui exigent, qui demandent des alliés, qu'on chasse tous les Allemands de Bohême. C'était des gens qui étaient là depuis le XIIIe siècle quand même. Donc c'était quand même aussi leur patrie. Depuis le XIIIe siècle, ils habitaient là. Eh bien, ils ont été virés, puis alors ils ont été virés avec les méthodes de l'armée rouge, c'est-à-dire que, évidemment, ça ne s'est pas fait en dentelle. Il y avait 3,5 millions, attention, il ne faut pas croire que c'est une petite minorité, 3,5 millions de Tchèques, de Tchèques juridiquement, d'Allemands, 3,5 millions d'Allemands qui habitaient en Bohême face à 6 millions, 7 millions de Tchèques. Ces 3,5 millions, on leur a dit la chose suivante, on leur a dit c'est très simple, vous avez le droit d'emporter 2 valises, vous mettrez les affaires qui sont à vous, on vous donne 48 heures. Si dans 48 heures on vous retrouve ici, 2 balles dans la tête. En plein hiver en plus, ça vous imaginez. Donc il y a eu des morts le long des rues, etc. Ça a été vraiment un drame épouvantable dont les Français n'ont pas la moindre connaissance, on n'en parle jamais nulle part. Bon. C'était pareil pour les Allemands de l'Est, d'ailleurs, qui ont été virés des territoires de l'Est qui ont été donnés par Staline à la Pologne. Ça s'est passé de la même manière. Et maintenant, évidemment, il n'y a plus un Allemand, et pour cause. Enfin, vous avez vu les drames historiques qui sont arrivés à cause de cette existence de 2 ethnies différentes dans un même pays. Alors là, ça s'est passé de façon dramatique et sanguinaire. Bon. En Belgique, ça ne s'est pas passé comme ça, mais en Belgique, vous avez le même problème. Moi, je connais bien le problème belge, les Flamands et les Wallons, peu à peu, au fil du temps, se sont de plus en plus détestés. C'est-à-dire, il faut dire que les Français dominaient tout au départ, puis les Flamands se sont rebellés de plus en plus, et puis ensuite, ils ont créé des mouvements flamands avec des milices flamandes, etc. Il y a eu des heurts avec les francophones, il y avait des batailles dans les rues. Il y a même une blague, je vais vous la sortir parce qu'elle est quand même assez drôle. C'est un nationaliste flamand qui m'a un jour raconté cette blague, il paraît qu'on la raconte beaucoup à Bruxelles. Ça se passe à Bruxelles, donc vous avez des Flamands et vous avez des Wallons. Et ils se battent entre eux, mais physiquement. Donc, et alors, comme ça arrivait à l'époque, dans les années 60, ça s'est calmé depuis, vous verrez pourquoi d'ailleurs. Et alors, la gendarmerie belge arrive. La gendarmerie belge, à l'époque, elle était montée, c'était des cavaliers. Alors c'est impressionnant, quand vous avez des chevaux. Bon, et alors là, les Flamands et les Wallons qui se battent, ils entendent un commandant de la gendarmerie qui dit, ici la gendarmerie royale, je demande à tous les Wallons de se mettre sur le trottoir de droite et tous les Flamands de se mettre sur le trottoir de gauche. Et nous allons passer au milieu, et ceux qui seront restés au milieu seront écrasés par les pieds de nos chevaux. Enfin, faites attention, ça risque d'être très dangereux pour vous. Alors on voit les gens qui se précipitent, effectivement. Ils vont tous sur le trottoir de droite, ils vont tous sur le trottoir de gauche. Puis il y a un petit groupe qui reste au milieu, il n'y a rien à faire, ils restent au milieu. Alors
Le capitaine dit, mais enfin, monsieur, vous êtes inconscient, le petit groupe là au milieu, là. Si vous êtes wallon, allez sur le trottoir de droite, si vous êtes flamand, allez sur le trottoir de gauche. Et le petit groupe, il reste là, il ne veut pas bouger. Et finalement, il y a un chef parmi eux. Alors, le chef s'approche du capitaine de gendarmerie qui dit, ah, bah monsieur, je vais pouvoir parler avec vous. Alors, dites à vos amis qu'ils quittent le lieu parce que nous allons charger dans quelques instants. Et ça risque d'être dangereux. Vous êtes sur le trottoir des wallons ou le trottoir des flamands? Et le type, qui a une petite étoile de David ici, avec un chapeau tout noir, etc., il dit, mais capitaine, on ne sait pas ce qu'on doit faire parce que nous, on est belges. Vous voyez l'astuce. Bon, ça, c'est ce qu'on racontait dans les milieux nationalistes flamands il y a une dizaine d'années. Bon, c'est assez rigolo. Les Blacks belges, c'est bien connu, n'est-ce pas? On parle toujours des Blacks belges. Bon. Alors, en Belgique, le problème, c'est à peu près réglé. Il n'est pas parfaitement réglé. Il y a toujours des conflits entre Flamands et Wallons, mais surtout sur la sécurité sociale. Les Flamands veulent absolument casser en deux la sécurité sociale parce qu'ils trouvent que les Wallons profitent trop de la sécurité sociale et que c'est eux qui payent. Il faut dire aussi que la Wallonie est un pays en plein déclin économique, où il y a des syndicats d'une puissance énorme, et puis la Flandre, évidemment, est très prospère. Donc il y a toujours des querelles. Mais en gros, ça s'est beaucoup calmé parce qu'on a créé une frontière au milieu du pays. On a créé une frontière quand on y pense. On imaginait qu'on fasse une frontière au milieu de la France, ça surprendrait tout le monde. Eh bien, on a une frontière qui a été d'ailleurs élaborée avec des consultations de population, etc. Ils ont fait une frontière. Et maintenant, vous avez la Flandre qui est de langue néerlandaise, où il faut obligatoirement parler néerlandais. Et puis, vous avez la Wallonie, où il faut obligatoirement parler français. Donc, le pays est complètement coupé en deux. Et toutes les institutions étaient coupées en deux. Les partis politiques coupés en deux. Tout. Il n'y a que la sécurité sociale qui est restée unie, mais et le roi. Mais enfin, la sécurité sociale, ça ne durera peut-être pas toujours. Vous avez un phénomène un peu du même genre qui s'est produit en Suisse. Alors là aussi, je prends un exemple pacifique, parce qu'il peut y avoir des exemples pacifiques. En Suisse, vous savez qu'il y a les alémaniques, donc les Allemands, si je puis dire, et puis les francophones, les Romans, qu'on appelle les Romans. Et il y a un canton où il y a eu des conflits terribles. Pourquoi? Parce que c'était un canton dirigé par Berne, donc par les Allemands, et il y avait le Jura, et le Jura appartenait au canton de Berne, mais il était de langue française. Et donc les francophones ont commencé à dire, on ne supporte plus de voir les Allemands nous diriger. Alors, dans le passé, ça posait aucun problème, mais avec les générations, c'est devenu de plus en plus violent. C'est souvent ce qui se passe, c'est qu'au début, effectivement, il n'y a pas de conflit. Puis après, et sur plusieurs générations, petit à petit, le conflit devient de plus en plus violent. Et là, c'est ce qui s'est produit. Et alors les Suisses ont tout résolu à coup de démocratie, bien sûr, comme toujours, la démocratie directe. Donc ils ont dit, ben voilà, on va créer un nouveau canton de langue française. Comme ça, vous serez satisfait, vous aurez votre canton à vous. Et la frontière, on va la faire à coup de référendum, c'est-à-dire dans chaque commune qui se trouve près de la limite linguistique, on vous demandera si vous voulez être du côté allemand ou du côté francophone. Alors, on a fait une frontière comme ça, bâtie à coup de référendum. Et puis maintenant, il y a un canton. Alors après, on a demandé à tout le peuple suisse d'accepter qu'il y ait un canton supplémentaire. Les gens ont dit oui. Et maintenant, il y a un canton supplémentaire qui s'appelle le canton du Jura, qui est différent du canton de Berne. Voilà. Donc comment ils ont réussi à gérer cette question. C'est d'ailleurs ce modèle suisse qui avait été envisagé à un moment notamment par les Russes d'ailleurs, en Ukraine, en disant, en Ukraine, on pourrait peut-être faire la même chose, on va créer une frontière linguistique, puisqu'il y a une partie où on parle surtout russe, une partie où on parle plutôt ukrainien, enfin il y a des parties qui parlent des deux, évidemment, et on pourrait peut-être résoudre ça à coup de démocratie, si je puis dire. Et le pouvoir à Kiev n'a jamais voulu entendre parler de la moindre décentralisation, de la moindre fédéralisation, etc. Et quand il y a deux républiques qui sont devenues vraiment autonomistes, et qui se sont rebellés contre le gouvernement central, qu'est-ce qu'a fait Kiev? On a amené les canons et les tanks et on leur a commencé à leur tirer dessus. Mais comme les autres, ils avaient des stocks énormes qui dataient de l'Union soviétique, des stocks d'armes, je veux dire. Donc ils se sont armés, et puis depuis, vous avez la guerre dans le Donbass, qu'on appelle la guerre du Donbass. Voilà ce qui se passe quand on ne veut pas reconnaître les réalités, les diversités. Je veux dire, ça se termine comme ça. Donc, voilà pour ces questions. Alors, l'origine des révolutions, vous allez me dire, comment ça se fait qu'il y a des révolutions dans l'histoire, au fond? On pourrait imaginer qu'il n'y en ait jamais. L'origine des guerres civiles et des révolutions, des guerres civiles, on a pu voir les exemples que j'ai donnés, mais les révolutions se déclenchent surtout lorsque la société est coupée en deux selon un schéma de lutte des classes. Au XIXe siècle, elle s'est développée entre employeurs et employés, mais elle avait déjà commencé au XVIIIe siècle. Dans certains pays, ce conflit a pu être géré par une évolution plutôt pacifique, comme en Angleterre. Mais dans d'autres pays, comme en France et en Russie, là c'est les deux cas où ça a explosé le plus, il y a eu d'autres révolutions dans d'autres pays, mais c'était moins grave, si je puis dire, les classes dirigeantes sont restées, il faut bien l'avouer, totalement aveugles sur ce qui se passait dans leur propre pays. Ils ne se rendaient pas compte du tout qu'une révolution allait apparaître. Le roi de France, d'ailleurs, au début, il croyait que c'était une révolte, et puis on lui a dit, non, sire, c'est une révolution.
La révolution, on n'avait jamais vu ça. Si en Angleterre, il y avait une révolution, parce qu'on avait déjà coupé la tête d'un roi. C'est les Anglais qui ont commencé. Mais ils ne se rendaient pas compte. Ils ne se rendaient pas compte du tout. Et en Russie, c'était apparemment, visiblement aussi la même chose. Alors, les classes dirigeantes sont restées aveugles. Ils ont cru que c'était une révolte ponctuelle. Et puis ensuite, la situation n'a fait que se dégrader. Et puis ça s'est transformé en une vraie révolution violente. Bon, dans les deux cas. Révolution française, révolution bolchevique. Et puis dans d'autres pays aussi où il y a eu des révolutions, mais plus petites. On peut donc se demander si cet aveuglement des élites, qui est un phénomène aussi assez courant, les élites perdent le contact avec la réalité, si vous voulez. Et un autre exemple que je pourrais vous citer d'élite qui a perdu le contact avec la réalité, pourtant elle avait tous les moyens de s'informer, c'était l'élite communiste à Berlin-Est, au moment où le mur de Berlin a été contesté et où Gorbatchev les a laissés tomber. Donc on commençait à détruire le mur de Berlin, c'est-à-dire que la police avait reçu l'ordre de ne pas résister, la police d'Allemagne de l'Est. Avant, elle tirait sur tout ce qui bougeait. Et là, interdiction de tirer, et puis parce qu'ils savaient que les Russes avaient dit, enfin c'est Gorbatchev, en fait les Russes avaient dit, si vous tirez sur la population, nous on ne vous soutiendra pas. L'armée russe est présente, il y avait 500 000 hommes je crois. L'armée russe est présente dans votre pays, mais on ne soutiendra pas le régime est-allemand si vous tirez sur la foule. On ne vous soutiendra jamais. Et alors bon, le gouvernement du coup s'est dit, on ne tirera pas, puisqu'on ne peut pas faire autrement, les Russes ne soutiennent pas. Et donc, il y a eu une journée, paraît-il, alors vraiment tout à fait, surréaliste, où le gouvernement d'Allemagne de l'Est, enfin les principaux ministres, se réunissaient dans un bunker qui se trouvait sous le Conseil d'État, le Conseil d'État étant le bâtiment du gouvernement, qui existe toujours d'ailleurs, à Berlin-Est. Et alors, ils étaient dans un sous-sol, et ils discutaient sur les manœuvres de l'OTAN et sur les manœuvres militaires qu'ils allaient être obligés de mettre en œuvre pour riposter contre une attaque des capitalistes de l'OTAN. C'était le sujet de la discussion. Donc tous les ministres discutaient pour savoir comment résister à une attaque des capitalistes de l'OTAN, de l'Ouest, donc, contre leur régime. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter de ça, au-dessus d'eux, la population était en train de démolir le mur. Mais ils ne s'en rendaient même pas compte. Enfin, après, ils ont vu, évidemment, mais sur le moment... donc c'est dire à quel point ils vivaient, si vous voulez, dans un monde formaté. Ils ne pouvaient pas imaginer donc des choses différentes du monde dans lequel ils vivaient. Et ça, c'est le problème des élites en général, enfin quand elles perdent le contact avec la population, et que souvent, après, ça se termine en révolte sociale. Et je me demande si, à un moindre degré, c'est vrai quand même, mais quand même, si un aveuglement de ce type n'est pas en train de se reproduire aujourd'hui, avec un fossé croissant entre les bénéficiaires et les perdants de la mondialisation. Et pas uniquement en France, dans tous les pays occidentaux, on voit ça. C'est ce qu'on appelle la montée des partis populistes, donc qui se révoltent contre l'establishment. Les perdants de la mondialisation souffrent de 3 formes d'insécurité majeure. L'insécurité culturelle, alors c'est ce que les sociologues appellent l'insécurité culturelle, c'est créé par l'immigration, je l'ai défini tout à l'heure, c'est quand ils ont l'impression que leur environnement a complètement changé alors qu'ils n'ont rien demandé. L'insécurité physique, ça c'est la criminalité et la délinquance principalement. Et l'insécurité sociale, c'est le chômage. En France, 1/4 des jeunes n'a pas de job actuellement, il ne faut pas oublier quand même. Et même si c'est 10%, le taux de chômage est 10% en France, il est de 4% en Russie, si on veut faire la comparaison. Mais chez les jeunes, il est de 25%. Alors les chômages et puis les faillites, les gens qui n'arrivent plus à payer leurs emprunts, etc., notamment chez les agriculteurs, et comme vous le savez, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui se sont suicidés depuis plusieurs années en France, notamment d'ailleurs depuis la création des sanctions contre la Russie, parce qu'ils exportaient en Russie, du jour au lendemain, ils n'avaient plus rien à vendre. Bon. Donc ça, c'est vraiment des choses qui existent. Mais si vous voulez, pour les grands bourgeois, effectivement, de l'inspection générale des finances, ils ne voient jamais des choses comme ça. Enfin, ils savent que ça existe parce que c'est à la rigueur dans les faits divers, mais c'est tout. Donc, ils sont coupés de ça. Le géographe Christophe Guilluy, alors ça c'est un géographe aussi qui fait beaucoup parler de lui maintenant, Christophe Guilluy a montré dans divers livres La France périphérique, ou comment on a sacrifié les classes populaires, c'est le titre de son bouquin, il s'appelle La France périphérique, ou comment on a sacrifié les classes populaires. Deuxième livre qui s'appelle Les fractures françaises, et le troisième livre qui s'appelle La crépuscule de la France du Haut. Dans tous ces livres, il explique que la France se coupe de plus en plus entre 2 classes aux intérêts et aux sentiments divergents. C'est un géographe, donc il étudie évidemment la répartition des classes sociales en fonction de la géographie. Selon ce géographe, 60% des Français sont, c'est le calcul qu'il a fait lui-même, sont victimes de la mondialisation, voient leur niveau de vie stagner ou baisser. Ils sont obligés de subir une migration croissante, ils sont obligés de subir une criminalité croissante. C'est les chiffres dont je vous ai parlé tout à l'heure, 4 fois plus de crimes qu'en 1968. Et puis la destruction des emplois, qui est due en partie d'ailleurs à la concurrence internationale.
Alors évidemment, ça a des conséquences politiques, si vous voulez, des phénomènes de ce genre. Les zones périphériques ont l'impression de ne pas être représentées, ni dans la presse, ni à la télévision, ni dans les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou droite, parce que c'est les mêmes phénomènes qui continuent. Et donc, ils votent de plus en plus pour le Front National, alors que les zones urbaines riches, elles, évidemment, sont plutôt de plus en plus social-démocrates. C'est-à-dire qu'autrefois, les centres-villes étaient assez à droite, et puis il y a eu un changement petit à petit, renouvellement des élites, etc., qui fait que maintenant, dans la plupart des grandes villes, aujourd'hui, les maires sont socialistes. Et quand ils ne sont pas socialistes au sens de Hamon, c'est-à-dire socialistes pur et dur, ils sont comme Macron. C'est sociodémocrate. Mais Macron, c'est un socialiste, mais New Look, si je puis dire. C'est un socialiste comme sont les socialistes allemands. C'est-à-dire qu'ils portent des cravates, effectivement. Ce n'est pas les socialistes du genre Poutou. Hein, c'est un autre genre. Il y a des différences. Il y a des différences. Bon. Alors, donc, la compréhension de ces deux France est donc de plus en plus impossible. Et on le voit dans le débat politique, si vous voulez, où il n'y a pas vraiment de débat sérieux entre le Front National et ses adversaires, de débat honnête, je veux dire, ou calme, intellectuel, il n'y en a pas. Ce parti est ostracisé avec haine et mépris par les dirigeants des autres partis, qui ont peur de voir le pouvoir leur échapper. Si l'immigration continue à envahir le territoire, si les classes moyennes continuent à s'appauvrir, on peut s'attendre évidemment à des conflits qui seront mixtes, des conflits politico-ethnico-sociaux d'envergure. Si la violence éclate, on pourra considérer qu'on est entré dans une phase pré-révolutionnaire. On aura alors des idéologies complètement antithétiques qui vont se développer, le patriotisme qui sera au cœur des classes populaires résistantes et qui va renaître à travers ce conflit, forcément, par la nécessité en quelque sorte. Et il y aura donc coïncidence, d'une certaine façon, entre patriotisme et révolution. Donc ça explique le début d'un phénomène de ce type, et ça explique pourquoi après vous avez des phénomènes à la fois patriotiques et révolutionnaires. Bon. Alors après ça peut déraper, hein, ça c'est ce que je vous ai dit au début avec la Révolution française notamment. Mais la violence est propre à des situations de crise, bien sûr, où la patrie peut être en danger. Mais en temps normal, le patriotisme, qui est l'amour de la patrie, n'a pas vocation à être forcément révolutionnaire ni violent. En effet, il est par nature du côté des traditions. Il s'oppose donc au bouleversement qui génère toujours plus d'insécurité. Le patriotisme est associé en général au conservatisme, dans la mesure où il respecte les institutions issues de l'histoire. Le patriotisme, il aime l'histoire de France, donc les choses anciennes. Donc il est conservateur. Il défend la religion, il défend la famille, il défend la patrie, tout ça considéré comme des valeurs conservatrices, évidemment. Le patriotisme est lié à la personne humaine qui est enracinée, et non, il n'est pas lié à la rupture du tissu social. Les peuples sont attachés à ces traditions, et ce sont les élites cosmopolites hors sol qui cherchent à les effacer, parce que pour elles, ça n'a aucun intérêt, puisqu'ils vivent à cheval entre les États-Unis, la France, etc. C'est pourquoi le combat pour la patrie, aujourd'hui, est un combat plutôt traditionnaliste et anti-révolutionnaire. Et s'il y a eu autrefois, et ça c'est vrai, des meurtres de masse au XXe siècle, ça a été à mettre au compte non pas du patriotisme des acteurs, mais plutôt de la fureur révolutionnaire qui les animait. C'est-à-dire, je veux dire, c'est pas le patriotisme d'Hitler qui fait qu'Hitler a été un meurtrier, c'est le fait qu'il était un révolutionnaire comme Lénine. Il pensait qu'il n'y avait que la révolution violente qui pouvait résoudre les problèmes de l'Allemagne. Et donc, comme il pensait qu'il fallait une révolution violente, il était violent. Ben. Mais ce n'est pas le fait d'être patriote, parce qu'on peut aussi être patriote sans être révolutionnaire, et donc sans être violent. Alors aujourd'hui, le combat patriotique regroupe le combat contre les oligarchies qui occupent le pouvoir d'une façon partiellement illégitime grâce à ces réseaux d'influence au détriment de la population. On peut donc dire que c'est un combat pour une démocratie authentique. Au fond, le modèle du patriotisme, si vous voulez, non violent et non révolutionnaire, c'est la Suisse, effectivement, qui est décidément un pays qu'on devrait étudier de plus près. La Suisse fait figure de modèle. Elle est pacifique, elle est patriote, son peuple a conservé jalousement sa souveraineté externe et interne. Notez aussi ça, c'est très important, parce qu'on vous dit toujours que si on sortait de l'euro, si on sortait de l'Union européenne, etc., on serait forcément ruiné. Bon, c'est pas évident, puisque extérieurement, la Suisse a refusé de se soumettre à un pouvoir supranational. Elle ne fait partie ni de l'OTAN, ni de l'euro, ni de la zone euro, ni de l'Union européenne, je veux dire. Elle doit cette souveraineté, en fait, à sa souveraineté interne, à savoir que c'est le peuple qui décide, in fine, et c'est pas le pouvoir oligarchique comme c'est le cas en France. Ça fait des années que le peuple est en opposition à l'élite en Suisse aussi. Les élites suisses voudraient que leur pays adhère à l'Union européenne. Tous les banquiers, les gens comme ça, ils veulent absolument adhérer à l'Union européenne. Mais ils savent très bien que si on fait un référendum demain, il y aura une majorité contre. Et c'est pour ça que la Suisse reste en dehors de l'Union européenne. Mais est-ce que la Suisse est ruinée pour autant ? Ben non. D'abord, elle continue à commercer avec les voisins. Hein. C'est pas parce qu'il y a un contrôle aux frontières, encore que le contrôle s'est beaucoup amenuisé maintenant.
mais ils ont plein de commerces avec l'étranger, et ils ont un niveau de vie qui est le double du nôtre. Donc on ne peut pas dire... puis la Norvège, c'est pareil d'ailleurs. La Norvège, on va dire, c'est à cause du pétrole. Bon. Et la Suisse, on va dire, c'est à cause des banques. Mais en fait, c'est très superficiel, c'est pas vrai. Vous savez que les banques, ça représente 13% du produit national brut suisse. 13%. Tout le reste, c'est de l'industrie, en fait. En fait, c'est un pays ultra-industriel, la Suisse, mais d'industrie extrêmement, qualifiée, comme les montres suisses, par exemple. Vous savez, on dit toujours, c'est assez célèbre, la montre suisse. Mais il n'y a pas que la montre suisse, hein. Ils fabriquent toutes sortes de matériel militaire, civil, etc. Des machines-outils, des choses comme ça, un peu comme les Allemands. Ils ressemblent beaucoup aux Allemands de ce point de vue-là. Et la pharmacie, bien sûr, à Bâle notamment, la pharmacie suisse est extrêmement puissante. Mais enfin, la montre, c'est peut-être ce qui est resté symboliquement, disons, le plus caractéristique de la haute qualification et de la qualité des produits suisses. Il y avait une histoire qu'on racontait, vous savez, à l'époque communiste, il y avait une histoire qu'on racontait de chocolat, oui, c'est vrai. Une histoire qu'on racontait à l'époque communiste, c'est ça, à l'époque soviétique. Un type rentre dans un commissariat et il dit commissaire, camarade commissaire, un soldat suisse m'a volé ma montre russe. Alors le commissaire dit écoutez camarade, vous êtes sûr de ce que vous dites? Vous avez bu trop de vodka ou quoi? Vous êtes sûr que c'est pas le contraire? Est-ce que c'est pas plutôt un soldat russe qui a volé votre montre suisse? C'est vous qui l'avez dit commissaire, hein, c'est pas moi. Hein. Alors donc voilà pour la Suisse. Bon la Suisse c'est un modèle, je crois qu'il faut étudier parce que c'est un truc qu'on dit jamais, mais moi je peux pas évidemment ne pas être sensible à cela, indépendamment de toute conviction politique en dehors de ça. Le seul parti qui actuellement est pour le référendum d'initiative populaire modèle suisse, c'est le Front National, c'est un fait. C'est dans le programme, c'est écrit, ça a été répété dans les discours, personne n'en parle jamais comme si ça n'existait pas. Mais c'est quand même extrêmement important, en réalité c'est bien plus important à mon avis que la sortie de l'euro d'ailleurs, parce que la sortie de l'euro d'ailleurs elle peut se faire par référendum, ou elle peut se refuser par référendum. Ce qui est le plus important, c'est aujourd'hui à mon avis, c'est d'avoir des référendums pour que le peuple puisse donner son dernier mot. Parce que sinon, c'est les hautes administrations dont j'ai fait partie et les états-majors des partis politiques qui décident de choses sans consulter jamais la population. Alors, je terminerai sur ce dernier point, patriotisme et résistance. On voit bien que si la Révolution est capable d'instrumentaliser le patriotisme à son profit, les crimes historiques qui ont été commis au siècle dernier trouvent leur origine plutôt dans l'idéologie révolutionnaire que dans l'amour de la patrie. Le procès fait au patriotisme au nom de la paix et de la liberté est donc une imposture. Par contre, il est certain que le patriotisme et la résistance ont beaucoup de points communs. Lorsqu'un pays est soumis à une occupation étrangère, quelle que soit sa forme. L'occupation, en effet, n'est pas forcément militaire. Une occupation peut être démographique, peut être économique, peut être culturelle. Toute occupation secrète toujours en plus des formes de collaboration. Il y a toujours plein de collaborateurs, parce qu'il y a toujours des gens qui trouvent leur intérêt. En France, le parti de l'étranger, qui vient d'avoir un nouveau chef, en tête du premier tour en tout cas, est à la fois le défenseur des intérêts américains, des intérêts de la Commission de Bruxelles et des intérêts des masses migratoires. Et il défend tout ça. Et ça, c'est le parti de l'étranger. Enfin, c'est ce qu'on appelait autrefois sous De Gaulle le parti de l'étranger. Face à ce parti de l'étranger, la résistance se renforce peu à peu. Il est à souhait qu'elle triomphe par la démocratie, en temps de paix, donc en laissant le peuple pouvoir s'exprimer librement, pour nous éviter les affres d'une guerre civile qui pourrait peut-être un jour prendre une tournure révolutionnaire, ce qui serait évidemment dramatique pour notre pays. Merci de votre... Comme je vous le disais,